Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je m'entends en écho, Julien. Merci beaucoup. Euh, Julien me disait d'ailleurs pendant le générique qu'il déteste ce générique. Moi aussi, je vais en changer, mais mon ordinateur a grillé, littéralement grillé, donc va falloir que j'attende avant de pouvoir faire un petit mashup, un nouveau mashup de vidéo. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Putain de carrière. Et aujourd'hui, on va parler de la carrière de Jean-Teddy Philippe, qui nous fait l'honneur d'être présent. Et à mes côtés, il y a Alt de 136, grand fan des documents interdits. Bonjour à vous deux. Bonsoir, salut. Tout le monde mange. Bon, oui, pardon. Non, mais moi, je bois, non, je bois moi juste. aussi, c'est pour ça que ça me fait rire. Je grignoterai honteusement pendant les questions, mais il me reste un quart. Ce sera juste un petit quart, et puis après, ce sera. T'inquiète pas. Non, eh ben, écoutez, ce que je propose, c'est qu'avant de parler des documents interdits, qui est peut-être ce que tu as fait de plus connu, j'en te dis, c'est de retracer un peu aussi le reste de ta carrière, qui est quand même plus touffu que juste les documents, ce qui serait déjà pas mal, tu me diras. Notamment, j'ai remarqué, et je n'ai pas vu ces films-là, mais j'ai remarqué que tu as commencé par des documentaires sur les extraterrestres. Je pense à Extraterrestre, la preuve, et Roswell, la preuve. Tu peux me parler de ces premiers travaux? Il avait oublié, je crois. Oui. Non, alors attention, Roswell, ça s'est fait. Ça s'est fait, je sais plus, je crois que c'était en 96 ou 98, je sais plus, lorsqu'il y a eu cette espèce d'arnaque totale faite par TF1 sur la soi-disant autopsie d'un extraterrestre qui serait tombé dans la zone 51, etc. Et Arte était persuadé que c'était moi qui l'avais fait, et après m'avoir engueulé parce que j'ai juré que ce n'était pas moi, parce que c'était épouvantable en plus. Ils m'ont demandé de faire un contre Roswell. Donc en fait, Roswell, ça a été fait après la saison 2 des documents interdits. Mais pour le coup, l'idée était... il y avait une double idée, il y avait une double demande, il y avait une double attente. C'était, faites quelque chose d'assez crédible pour qu'on puisse... pour que ça reste dans la veine de ce qui avait été fait. 2, faites en sorte qu'on comprenne, si j'ose dire, la paternité de Roswell. Et c'est pour ça qu'en planchant sur le truc, moi, juste avant, j'avais tourné au Canada, il y avait quelque chose qui m'avait, comment dirais-je, sauté aux yeux, c'était qu'on pouvait faire des travelling qui pouvaient durer sur des kilomètres, sur des forêts replantées, puisque bon, le bois, c'est quand même leur industrie première et tout, etc. Et l'idée, donc, c'était de dire, je n'aurai jamais les moyens de faire une soucoupe volante, des débris de soucoupe volante et tout. Ça marche pas, ça serait un peu crétin. Donc, l'idée, c'était de dire, il y a bien eu une soucoupe, puisqu'on a tout fait pour planquer où elle était tombée. Et l'idée de Roswell, c'était ça. Et une autre idée aussi concomitante, c'était de trouver un lieu dont la phonétique russe se rapproche de Roswell. Et j'ai eu un énorme coup de chance, là. J'ai ouvert un atlas et puis j'ai fait tomber mon doigt sur la Sibérie. Et je suis tombé sur un lieu qui s'appelle Ros-Alas. Et Ros-Alas, c'est donc en russe, ça s'écrit K-H-O-S. Et le K-H se prononce Ros. Et Ros-Alas, c'était pas très loin de Roswell. Et après c'est la même histoire. Un truc tombe, on planque tout. Et comme on est en pleine guerre froide, enfin au début de la guerre froide, on est en 1947, il est évident que si l'un des deux pays, tout d'un coup, peut bénéficier d'une connaissance extraterrestre forcément infiniment plus développée que celle connue à l'époque, la paix est gravement menacée. Donc après, on a fait un peu cet équilibre. On a fait une émission en direct pour présenter tout ça, pour déballonner le truc. Ça, c'était très arté de l'époque, un peu. Et Canal+ avait fait une espèce de contre-enquête qui m'avait beaucoup amusé. Hein. C'était, j'ai oublié le nom, là, le présentateur d'Europe 1, qui était très branché sur ce genre de choses. Enfin, à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait 24 heures, je crois, un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui demandait si tu étais passé chez Pradel. Voilà, Jean Pradel, merci, bravo. C'est ça. Voilà.
Et ce qui m'avait beaucoup fait rire, c'est que Pradel avait dit qu'il ne croyait pas à Roswell parce qu'il ne pensait pas que Rosalas existait. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est la seule chose qui était vraie. Là, j'ai même mis les coordonnées GPS de Rosalas. C'est vraiment un bled de Sibérie orientale et tout, etc. Enfin bon, voilà. Donc c'était quoi? C'était un faux docu un peu? Ça se présentait comment? Oui, c'était Ouais. Moi, j'avais vu le truc qu'avait fait TF1 avec sa soi-disant autopsie d'une poupée en silicone, quoi. Et c'était ridicule parce que vous rentrez dans une salle d'autopsie avec une caméra. Vous n'allez pas commencer à faire 360 degrés autour de la table. Déjà, voir un Maccabée, ça refroidit. Vous vous posez un peu à distance, vous laissez les mecs travailler, tout ça. Si on avait vu des plans pudeur, des choses un peu respectueuses, un peu angoissantes et tout, etc. Là, mes souvenirs, c'est que c'était même surex quasiment en lumière, et la caméra, elle tournait à toute vitesse. Mais la cassette, elle a quand même été vendue à des milliers d'exemplaires, pas des millions, des milliers d'exemplaires. Et ça a quand même nourri un buzz un peu moins important, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. J'ose imaginer ce que ça aurait donné s'il y avait eu les réseaux sociaux. Donc, c'était une mission, Roswell. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, Merilda, dans les commentaires, qui dit « Je me rappelle d'avoir vu à la télé la dissection de l'alien de Roswell. Je revois encore cette scène où on retirait une lentille de l'œil du petit gris. » Ça, c'est pas moi. Ah, mais c'est pas là, mais du coup, l'ayant pas vu. Mais ça donne envie de le voir, ce fameux, ta version de Roswell. Ray Santini, voilà, le type qui avait fait Roswell, c'était Ray Santini, et c'était un ancien de Disney en plus. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, d'accord. C'était un ancien de Walt Disney. Mais le mien de Roswell, il est beaucoup plus bon. En plus, il y a plein d'endroits du Canada qui ressemblent à la Sibérie. Il y a énormément d'immigration russe au Canada, précisément parce que climat, lieu et tout sont. Et il y a une immigration russe d'un niveau scientifique et tout vraiment très très développé. Moi, j'ai pris aucun risque. Hein. Le type qui joue Germanov, celui qui ausculte le reste de ce qui tombe de la soucoupe, c'était le professeur de biologie de la fac de Montréal. Okay. Je veux dire que tout ce qu'il pouvait dire était carré. La voiture qu'on voit dans le fond, c'est la Skoda de base. Parce qu'on pouvait trouver en Union soviétique à l'époque. Hein, c'était l'époque de Gorbatchev et tout, etc. Et dedans, il y a une nana qui témoigne d'ailleurs, qui était censée être la fille de Gervanov. Je sais qu'elle m'avait dit que elle était récemment immigrée au Canada. Et ce qui l'avait énormément étonné, c'était que les gens puissent parler tout fort dans l'autobus, quoi. Et donc, on avait vraiment affaire à des gens qui étaient archi carrés et qui étaient vraiment, vraiment, vraiment dans le mood, quoi, qui le faisaient, quoi. C'est pas le meilleur moyen de mentir. Pardon? C'est pas visible quelque part, ça. One more time. C'est pas visible quelque part, ce document. Roswell, si. Alors, moi, j'ai fait une chose parce que j'ai été piraté par millions et par millions et par millions. J'ai gagné 0,0. Et qu'à un moment donné, ça suffit, quoi. Surtout quand, en plus, je n'aimais pas l'usage qui était fait des films qui m'a rapproché des Illuminati, des trucs comme ça. Ça n'a jamais été mon intention. Donc, à un moment, je les ai mis en ligne sur Vimeo on Demand. Ils sont pas chers, 1,10 € par film, 13 € et des brouettes si vous voulez voir c'est trop bien, ça. Série. Voilà, les films, vous pouvez les voir pendant 72 heures. Bon, voilà, comme ça, du coup, ils sont au vu, au su et au vu de tout le monde. Trop bien, et, je vais partager. Voilà. Et de toute façon, vu qu'un ordinateur consomme énormément d'électricité, je pense que ça coûte plus cher que de sortir le cerveau pour aller le télécharger quelque part, le machin et tout, que d'aller le voir, parce que là, ils sont pour le coup, ils sont en bonne qualité. Ouais. Trop bien. Vidéo on demand, il y a la version américaine, il y a la version française, enfin anglaise, et la version française, et voilà.
Et alors, Extraterrestre, la preuve, c'est de toi aussi ou pas alors Oui, le truc de oui. 95 Oui, bah, c'est T'avais... Roswell, l'extraterrestre. Ah D'accord. non, alors, il y a 2 extraterrestres. Il y a l'extraterrestre dans Ouais. la saison 2 et il y a Roswell, la preuve. Voilà. D'accord. Alors ça, Roswell, la preuve, c'est le titre d'Arte. Donc, quelque part, j'ai eu le choix entre être d'accord et être d'accord. Mais ça m'a... Bon, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, à l'époque, ça se justifiait parce qu'il fallait déballonner l'affaire de Ray Santini. Jouer avec leurs armes, quelque part, un peu. Voilà, C'est ça. exactement. Ouais. Exactement. Bah, c'est... Et j'ai vu aussi que tu avais réalisé, donc j'ai vu des extraits ça, sur ton Vimeo de Jeune Massacre ou le blues des fadas. Et donc Oui. donc c'est un téléfilm qui se passe chez des jeunes bandits à Marseille dans les années 90. Oui, alors c'est pas des bandits, ce sont des garçons de la banlieue nord, de banlieue De nord. banlieue nord. Mais c'était pas des bandits, c'était 3 garçons absolument adorables. Moi, c'était mon premier 90 minutes que je faisais pour Arte. C'était l'époque où les films d'Arte sortaient au cinéma. C'est pour ça que je dis plutôt long métrage que téléfilm, parce que Ouais. en tout cas, il a été conçu comme ça. J'étais mon propre producteur, donc. C'était le cas du Péril Jeune, dans le même genre aussi, je me souviens, qui était sorti au cinéma. Avec Pierre Chevalier et tout, etc. Et c'est donc adapté d'un roman d'un romancier absolument extraordinaire qui s'appelle Henri-Frédéric Blanc, qui a écrit une quarantaine de livres, dont 2 ou 3 ont été adaptés. Donc il y a Combat de coq au crépuscule, rien qu'avec un titre comme ça. Oui, j'avoue. Combat de coq au crépuscule, c'est quand même l'histoire d'un publicitaire qui se retrouve coincé dans un ascenseur et tout l'immeuble décide de ne pas le faire sortir, mais de le nourrir, puis de l'engraisser, et on verra bien après ce qu'on va en faire. Okay. Et Jeune Massacre, c'est l'histoire de trois mômes qui pensent avoir commis un meurtre et qui piquent une bagnole et puis qui se barrent de Marseille et ils vont vers Briançon parce qu'il y en a un qui a croisé le regard d'une fille et il est sûr que c'est l'amour de sa vie et tout, et il part à Briançon. Et donc, chemin faisant, ils refont le monde, ils se posent des questions, ils disent que finalement la seule solution, ça serait que tout soit des cases à part et tout, etc. Et c'est un film qui a été formidable à faire parce que les 3 qui étaient là n'avaient quasiment jamais joué ou fait 3 panouilles dans les films qui se tournaient à Marseille. Et malheureusement, Jeune Massacre a été un peu leur vie. Il y en a un des 3 qui après a fait un casse à main armée et s'est pris 8 ans ou 10 ans de centrale, je crois, parce qu'il a tiré contre le type qui tenait une boutique de téléphone portable en plus. Bon, bref, il est absolument adorable. Sinon, avant qu'il fasse ça, il était vraiment adorable. Et les 2 autres, il y en a un qui après le film, il n'a pas réussi à accrocher. Je crois la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de lui, il vendait des sandwichs sur le port de Marseille. Et il y en a un 3e qui s'est installé, qui a 3 gosses et tout maintenant et qui vit à Toulouse. Qui a trouvé l'amour, lui, pour le coup, du coup. Qui a trouvé l'amour et tout pour le coup. Mais ce qui était génial avec eux, c'est qu'ils étaient bruts de fonderie, c'est que on est à mi-chemin entre du documentaire, des choses comme ça. Enfin, je veux dire, c'était à qui amènerait. C'est vraiment un film d'équipe d'ailleurs parce que tout le monde a amené des idées. Et puis moi, en bon parisien, j'étais assez inquiet sur la conduite des voitures et tout, etc. Pas un n'avait leur permis, mais ils ont tous manié la BMW comme si c'était des malades. Et tout. Enfin, ça a été des choses dont on faisait gaffe, hein, évidemment, on faisait attention. Mais ça a été un très joli moment. Ça a été vraiment un très joli moment et j'ai qu'un regret après, c'est que le film a été plutôt bien accueilli. Parce qu'il est sorti 1 an après La Haine et les gens disaient volontiers que c'était l'anti-La Haine, que c'était justement, ils partaient pas dans du désespoir et tout, etc. Mais que c'était tout d'un coup, on sort de notre banlieue et on découvre qu'il y a une nature, on découvre qu'il y a peut-être d'autres choses, on fait quelques conneries au passage, on libère les bestioles d'un cirque, on fait exploser une station-service et tout, mais bon, voilà. On est là pour recommencer la vie. Et le roman, je le recommande à tout le monde. Hein. Le roman, c'est Jeune Massacre, simplement. C'est moi qui ai rajouté le blues des fadas, parce que là-bas, à Marseille, le fada, ça veut vraiment dire quelque chose. Mais le mot de la fin, putain, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, le mot du Cid, c'est vraiment, enfin, la citation du Cid, c'est vraiment dans le bouquin, quoi.
Et ça, moi, c'est ce qui m'avait enchanté. Hein. Mais je n'ai donc tant vécu que pour cette infamie. Tout d'un coup, mettre dans la bouche de quelqu'un qui, théoriquement, n'a pas accès à cette culture, quelque chose qui le transcende, ça m'a fait... Est-ce que tu as tourné à la pellicule, ça, à l'époque? Le pardon? C'était tourné à la pellicule? Oui. On tournait en Super 16. Bon, de toute façon, à ce moment-là, le peu de numérique qui existait n'encaissait pas les hautes valeurs de lumière, ni rien, et tout. Même maintenant, ça reste encore compliqué. Donc, mais c'était pas gênant. Enfin, il y avait quelque chose de formidable hein, quand même à tourner en pellicule. C'est que tu pouvais pas faire n'importe quoi. Il fallait franchement réfléchir à tes plans. C'était pas comme maintenant, on en voit, enfin comme certains le font maintenant, parce que tous ne le font pas quand même, mais ça demandait une exigence, ça demandait un regard, ça demandait un découpage, ça demandait un timing, ça permettait aussi de faire une certaine pression aussi quand même un peu sur le tournage, quand il restait plus que 10 mètres, que 5 mètres, que 3 mètres et tout, etc. Bon, voilà, moi, ça m'a jamais... comme de toute façon, j'ai fait toutes mes armes en pellicule, ça m'a jamais particulièrement... Ouais, dérangé. Non. Ce qu'il y a, c'est que c'était lourd, très lourd, et que c'était vraiment compliqué, même pour faire un premier court-métrage, parce qu'il fallait la pellicule, il fallait le labo, il fallait la caméra qui allait avec, et tout, etc. Après, il fallait la table de montage, il fallait les amorces, il fallait tout ça. Enfin, il fallait déballer un truc de malade. C'était compliqué. Beaucoup plus compliqué. Je te parlais du coup avant qu'on commence, je te parlais du court-métrage de scénario sur la drogue, donc Jour de manque, donc qui est visible lui gratuitement sur ta chaîne Vimeo. Il est vraiment très cool hein, pour le coup. Donc tu mets en scène Tara Romer. Pour ceux qui ne connaissent pas Tara Romer, c'était un jeune acteur qui avait été repéré, qui s'était fait connaître dans La vie est un long fleuve tranquille. Absolument. Et qu'on voit dans. Il jouait les groseilles, le fils groseille. Oui, c'est ça, ouais. Il joue un des fils groseilles. Il a un rôle important. Ouais. Jeune massacre, c'est un moment assez étrange parce que donc ça vient à la fin de ma période pub. Moi, j'ai fait 15 ans de pub avant de me mettre à tourner de la fiction et tout, etc. Et en pub, à chaque fois que j'avais un prix... T'as dit Jour de massacre, tu parlais de Jour de manque? Oui, là, je parle de Jour de manque, là, maintenant, ouais. Jour de manque, je l'ai fait ça devait être en 99 ou en 2000, je crois. Ou tourné 99, copyright 2000, quelque chose comme ça. Je crois que c'était 2000. Et donc, moi, c'était la fin de ma période de pub. Et en pub, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'avais un prix, comme on disait dans le métier, je prenais 6 mois de vacances. On ne sait absolument pas pourquoi. Et cette année-là, c'était la campagne Volkswagen qui consistait à ne pas montrer la voiture et on avait des gens qui tournaient tout. Et j'ai eu le Grand Prix stratégie, meilleur spot voiture, meilleur spot télé. Et je me suis dit 3 prix, je ne vais pas bosser pendant 1 an. Et puis, je commençais à en avoir un petit peu... je commençais à faire un peu le tour quand même de la pub. Parce que même si on a un matériel de malade et qu'on y gagne très, très, très bien sa vie, c'est pas non plus le métier qu'on rêve de faire quand on regarde le plafond de sa chambre à 15 ans en se disant qu'est-ce que je vais faire de mes 10 doigts, quoi. Et donc, j'ai essayé de passer le pas de faire de la fiction, ce qui n'a pas été simple du tout. Et on me propose, à ce moment-là, c'était le clip, je ne sais plus comment ça s'appelait, le truc de l'Île-de-France, voilà. Un truc d'Île-de-France où il regroupait des scénarios sur la drogue. Donc, il y avait une trentaine de réalisateurs qui étaient engagés. On nous balançait un petit sujet. Et donc, moi, je prends donc ce jour-là, ce truc, Jour de manque. Je tourne ça avec Tara Romer, qui était un comédien formidable, mais qui, le pauvre, était très, très proche de son rôle, si j'ose dire. C'est qu'il était fortement addict à la cam, mais sérieusement. Et ça faisait partie de ces comédiens qui ne jouaient pas. Par exemple, la scène où il donne des coups de boule dans la porte, on ne l'a pas fait 10 fois, parce que lui, il est donné pour de bon. Il était entièrement investi, très touchant d'ailleurs là-dedans. Bon, on finit le film. Les producteurs voient les rushs et le commanditaire voit les rushs et tout. Il me dit,
c'est pas bon, il faut retourner, c'est beaucoup trop sombre, c'est terrible, tu es en train de régler tes comptes avec la cam. J'ai fumé 2 joints dans ma vie et ça m'a donné mal à la tête, etc. Et voilà que moi je suis un peu catastrophé quand même. Et hélas, 48 heures après, on apprend que Tara Romer est mort. Et il est mort. Alors il y a plusieurs versions, un peu toutes plus glauques les unes que les autres. Il serait mort d'une hémorragie stomacale après une baston pour une histoire de cam. Il serait tombé de son scooter dans le parc de Vincennes. Enfin un truc très épouvantable. Et faute de comédien, du coup évidemment on n'a pas pu retourner le film. Et donc le film est resté tel quel avec lui, avec ce qu'on a fait. Et il a fait partie quand même des 3-4 films qui sont partis la même année au Festival de Cannes. Et j'étais absolument ravi de ça. Et c'est, comment dirais-je, avec cette chose épouvantable quand même que le film a démarré. Et ce même film, après, a été vu par M6. Et c'est comme ça que j'ai démarré Police District. Donc, des fois, les choses, c'est... Bah oui, tu m'étonnes. Et super acteur, je citais, alors il joue dans Taxi aussi, un petit rôle du collègue de boulot flic qui fait pas mal de vannes. Ouais. Et il joue dans Jeanne d'Arc aussi de Luc Besson, j'étais en train d'y repenser. Il avait un rôle, un pas si petit rôle dans ce film-là. Mais évidemment, il reste marquant, surtout bien sûr dans La vie est un long fleuve tranquille. Ouais. Et ce court-métrage est très cool. Et moi, je le trouve très réussi, il est très dark. Il est dur, mais il est très efficace. Et c'est pas genre juste je critique le fait. Enfin, je veux dire, c'est clairement un drogué très lourd et c'est clairement une situation qui peut arriver, qui est sûrement déjà arrivée plein de fois. Et je sais pas, en tout cas, il fonctionne très bien. Et sans trop marteler le message, enfin, juste avec une scène simple, quoi, en tout cas. Oui, tout à fait. Du coup, bon. Bien joué. Et puis il est beau visuellement aussi, ouais. Alors, on l'a tourné en 35. Ouais. C'est très chic, quand même, ce qui a permis un peu. La seule chose que je regrette, pour tout vous dire, c'est que la seule copie qui m'est revenue est un peu tristoune. Donc j'ai fait un peu ce que j'ai pu pour cacher la misère, mais j'aurais bien voulu avoir accès au TC. Ah oui. Parce que ça méritait mieux quand même, quoi. Voilà. Donc, mais on l'a tourné, très franchement, avec très peu de moyens. Hein, si mes souvenirs sont bons, on l'a tourné en un jour. Hein, je veux dire, il a oui, bah oui. C'est une scène, enfin, c'est vraiment. Ouais, ça peut être juste une scène d'un film. Alors, avant d'aller sur les documents interdits, je montrais hier à Alt c'était intéressant, des verbatim. Parce que déjà, tu m'en avais parlé sur le festival Mouvement quand tu étais venu, tu m'en avais parlé que tu étais en train de faire ça. Et du coup, j'ai vu les extraits que tu as mis en ligne. Et j'avoue que c'est assez marrant à voir. Donc, c'est les verbatim, si je dis pas de bêtises. Un verbatim, c'est quand on retranscrit un discours mot pour mot. Si je retrouve, enfin, c'est ma mémoire littéraire, donc vous me dites si je me trompe. Et donc, quand on regarde les extraits, on comprend qu'effectivement, c'est des... Alors, je ne sais pas trop comment on les fait, mais c'est des phrases qu'on prête vraiment mot pour mot, dites par des politiciens, jouées par des sosies. Oui, alors, en fait, je vais essayer de faire court parce que en même temps, je trouve que c'est dommage parce que verbatim, on est un peu passé à côté de quelque chose, mais bon, c'était faute de... En fait, si vous voulez, France 2 voulait y aller sans y aller. Donc, c'était l'équipe de Delahousse. Donc, tout ce qui est dit était effectivement des verbatim. Donc, c'est vraiment les choses qui ont été dites. Aucune phrase n'est une invention d'auteur. Hein. Tout ce qui a été entendu là a été dit. Mais il y a une partie des journalistes de France 2 qui disaient il y a déjà une très très mauvaise image de la politique. Pardon, bonjour le lapsus. Et finalement, on ne fait qu'apporter de l'eau à ce moulin-là. Et est-ce que c'est bien de tourner en dérision ces choses-là, ces gens-là et tout. Et d'autres qui disaient mais non, au contraire, ça permet d'humaniser aussi la chose. Ce qui est dit, oui, et puis d'incarner un peu des choses et tout. Bon. Après, au tout début, pour vous dire quand même, l'intention était vraiment très jolie parce que le tout premier générique sur lequel France Télévisions avait travaillé était une très très inspiré de celui de Game of Thrones.
D'accord. Donc avec les châteaux qui tournaient et tout, etc. Bon. Donc il était évident que moi j'ai vu ça, je me suis dit ça va vraiment être pas mal à faire et tout, etc. Après, c'était une question d'ambition, de moyens et de temps. C'est vrai qu'on prenait des comédiens qui se rapprochaient, mais l'idéal eût été d'avoir des véritables sosies. Parce que celle qui fonctionne le mieux, je trouve, c'est Marine Le Pen. La famille Le Pen fonctionne vraiment plutôt bien. Ouais. Hollande, moyen. Non, Hollande, moyen. Sarko, pas mal. Oui, Sarko, génial, Sarko, mais lui, à la Sarko fin, il assez avait convaincant. peur qu'on le prenne que pour Sarko et tout. Mais, Ouais. bon. Mais du coup, je trouvais que là, on est un peu passé à côté de quelque chose, qu'on a un peu laissé échapper des choses qui auraient pu être beaucoup plus intéressantes que ça. Je pense qu'il aurait vraiment fallu les approcher dans un esprit anglo-saxon, quoi. Quand on voit ce que les Anglais font avec ce genre d'émissions politiques, pour qui se souvient de la série Bastard, c'était mais bon, des trucs absolument géniaux. Et là, on est resté un peu le cul entre deux chaises, quoi, osant sans oser, avec, comment dirais-je, un tournage assez serré, hein, parce que chaque verbatim, j'avais un jour de tournage. Ah ouais. Donc un jour de tournage, il faut savoir ce qu'on fait quand il faut sortir 12 à 18 minutes utiles, hein. Une fois, on a sorti 28 minutes utiles, quoi, quand on a fait le grand discours là sur l'Europe et tout, etc. C'est vraiment lourd à faire. Et bon, j'ai trouvé ça un peu dommage qu'il y ait eu un manque d'audace, en fait. Manque d'audace. Après, France Télévisions a été amené à faire des coupes sombres dans le budget. Donc, après, c'était par rapport à l'enveloppe budgétaire proposée, c'était plus tenable. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ouais, c'est dommage. C'est un truc, ouais, mais voilà, il est parti au cimetière des bonnes idées et c'est bon. Vraiment, je trouve que ça aurait pu être un vrai rendez-vous, une vraie série, quelque chose même de carrément dérangeant. L'idée était bonne. Il y a un truc qu'on retrouve un peu dans tout ce qu'on a dit. T'as un vrai. On parle des verbatim. Je barbure un spectateur qui demande de quoi on parle. Donc, c'est les verbatim. Donc, c'était une série. C'était inscrit dans 13h15 le samedi, c'est ça ? C'était ça, c'était le truc de Delahousse, qui d'ailleurs encore aujourd'hui a gardé la même musique, etc. C'était vraiment ce qui avait été dit. Et quand il y a Marine Le Pen qui dit à Bruno, il y a 2 portes dans cette pièce, les chiottes. Les toilettes et la sortie. Et voilà. Et si tu n'es pas d'accord, t'en prends une des deux. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment ce qui a été dit, quoi. C'est ça que je trouve extraordinaire, quoi. Non, et en plus, moi, je rajouterais en plus qu'en regardant justement les extraits hier soir, c'était un peu frustrant, j'avais envie d'en voir plus, mais ça crée une espèce de dissonance cognitive justement avec ces acteurs sosies quand même très proches. Et du coup, alors quand tu sais qu'en plus c'est les vrais échanges qu'il y a eu, Oui. du coup, ça crée un truc un peu presque surréaliste que j'aime bien en fait. Du coup, j'avais envie d'en voir plus, quoi. Et c'est dommage qu'ils aient pas. Oui, parce que là, avec Macron, ça aurait été génial. Je veux dire, quelle que soit l'opinion politique que les uns et les autres on partage et tout, etc. Mais avec un Mélenchon, ça aurait été génial. Bien sûr. Je veux dire, quand on voit là le monde politique, les allers-retours qu'ils n'arrêtent pas de faire et tout, etc., ça aurait été bon. Cimetière des belles idées, comme on dit. Ouais. Mais c'est Groland qui trouve des sosies vraiment pas mal en termes de physique. Oui. Mais Groland, il est vraiment tout de suite marqué quand même dans une approche un peu caricaturale, un peu avec des crypto-harakiri. Oui, ils mettent tout à fond et parfois ça perd un peu en subtilité dans l'émotion que tu pourrais avoir. Après, ça crée un univers qui est le leur et qui est aussi directement identifiable. Mais oui, tout à fait. Il faut aimer après. C'est vrai. C'est intéressant du coup dans tout ce qu'on a un peu retracé déjà. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu, je sais pas si tu as cette impression, Alt, de l'envie de, en tout cas des fois, jouer avec le réalisme, la réalité, le travestir. Alors il y a les verbatim, je pense aussi à Roswell, tout ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'intéresse en tout cas en tant que cinéaste à travailler. Oui, parce que après chacun pense ce qu'il veut, mais moi je trouve ça toujours très très intéressant. En tout cas, je veux dire, le cinéma, comme on dit, c'est du temps et c'est du regard. Bon, ou c'est le temps d'un regard.
Et c'est vrai que lorsqu'on regarde approcher, c'était un peu l'idée, c'était l'idée de base des docs, d'ailleurs des documents interdits, c'était de dire, bon, je regarde quelque chose qui a l'air complètement réel, et s'il suffisait qu'une toute petite chose se dévisse, une toute petite chose, tout d'un coup, de tout ce qu'on voit, on comprend que ça va légèrement au-delà de ce qu'on nous raconte. Là, pour moi, ça devient vraiment fantastique. C'est pas forcément, c'est un fantastique un tout petit peu plus léger, un petit peu plus fin, puisqu'on est en plus, on est dans des programmes courts et tout, etc. Mais je trouvais que ça, c'était une démarche vraiment très intéressante. De toute façon, moi, ce qui m'a toujours intéressé au cinéma, c'était pas de refaire c'était pas de partir d'une histoire vraie et tout, m'a jamais véritablement intéressé. En fait, je m'en fous un peu que l'histoire soit. Attends, on me dit qu'il y a un bug. Est-ce que Julien, t'es là? Et je sais pas. Je suis là. Ouais. Alors, il y a. Il y a un ralenti, effectivement. Je suis désolé, je te coupe, Jean-Télie. Ça plante pas mal. D'accord. Merci, messieurs, dames. Alors, petit problème de connexion, je vérifie ça. Je suis là. Nanana. Est-ce que ça... Il n'y a pas trop de raison normalement, mais peut-être que là, ça devrait... Je vais couper les... J'ai fait un petit F5 pour voir, ce que ça donne. On va partir du fait que c'est bon. Vous nous dites aussi dans le commentaire, évidemment. Dans le chat. Je suis désolé, j'en t'ai dit. Non, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est revenu là, ça m'a l'air bien. Ouais, je pense. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir prévenus les gens. Et merci Julien. Du coup, je me dis. Cool. Donc ça a pris un peu par moment, d'accord. Tu disais, je suis désolé. Non, je ne sais plus où on en était d'ailleurs. On parlait de ton rapport. Vas-y. Non, je veux bien reprendre 2 secondes. Tu parlais justement de cette façon que tu avais de pervertir un petit peu le réel pour l'emmener vers un fantastique, et tu disais que c'était un fantastique léger. Alors, je vois ce que tu veux dire dans le dispositif. Tu n'utilises pas des énormes moyens hollywoodiens pour en mettre plein les yeux, mais au contraire, moi, je vais être un peu plus fort que toi. Je trouve que tu arrives à convoquer quand même des choses d'une puissance assez inquiétante avec justement la soustraction. Et c'est ce que je trouve, et tout le génie des documents interdits, c'est qu'est-ce que tu suggères dans la coupe de la fin d'un métrage qu'on va pas voir, et aussi dans ta triche avec les dispositifs hyper intéressants sur les différents formats que tu utilises. Il y a un peu de la Super 8, il y a de la DV. Enfin, je pense que tu as vraiment exploré le truc. Et je trouve qu'il y a il y a du 16. Du 16 double perfo. Donc, il y a tourné, parce que alors, je vais le dire une bonne fois pour toutes, à chaque fois que je lis des trucs sur le naufragé, on me dit ça marche pas parce que la caméra elle n'a pas de batterie. Mais si, elle a une batterie parce que c'est une caméra à ressort. Durée du ressort, 33 secondes, 1/3. Donc aucun plan dans les documents interdits ne durera plus de 33 secondes, 1/3. Je rappelle que la moitié, si ce n'est les 2/3 ou les 3/4 des archives de guerre ont été tournées avec ça. Je suis un passionné, j'adore regarder les archives de guerre, j'adore ce qui a été tourné. Enfin, j'adore. Ouais, bien sûr, non. Extrêmement documents incroyables. Ouais, voilà. Bon, La Belle et Howell, tu la vois, c'est une caméra à tourelle. En général, c'est 10, 50, 80 ou 10, 35, 75, etc. qui sont dessus. Les objectifs, c'est carrément des culs de bouteille et des trucs comme ça. Mais ça donne ce côté mou, un peu très vignetté, etc. Mais c'est... parce que il est évident que toutes ces choses-là, on y avait pensé. Bon, on me dit qu'est-ce qu'il fait avec sa barbe. Je vous rappelle qu'un des premiers plans du film, c'est un nécessaire de rasage. Bon. Alors, je me permets 2 secondes. Est-ce qu'on peut expliquer peut-être aux gens qui sont là, faire un tout petit résumé du principe des documents interdits pour qu'on sache un peu plus de quoi il s'agit. Et en tout cas, c'était diffusé, je crois, en 89 sur Arte lors d'une soirée. Enfin, il y a une série, tu nous diras après exactement comment ça a été produit, mais 9. Ça a commencé en 86. En fait, l'idée des docs, c'était de dire on a retrouvé des films partout dans le monde, tous parlent d'événements extraordinaires et de faits incroyables, pourvu qu'on croit en leur authenticité. Donc, la genèse même des documents interdits, je la dois à Thierry Garel, qui à l'époque était le grand patron du documentaire Alina et ensuite sur la 7 qui est devenue Arte. Et c'était qui avait fait plancher une dizaine de réalisateurs sur l'habillage de chaque
Et l'idée, c'était de trouver des petites choses à mettre entre les émissions et tout, etc. De faire l'habillage de chaîne, quoi. C'est-à-dire des choses qui devaient Des formats courts. Un grand intellectuel, et il fallait que tout soit diffusé d'une manière ovniesque, disait-il, c'est-à-dire comme ça, sans prévenir et tout. Pour que D'où ce compte à rebours un peu étrange qu'il y a au début des documents. Ça, c'était Arte. Ça, c'était D'accord. Ça, c'était parce qu'Arte, là-dessus aussi, a eu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que finalement, nous, chaîne de la culture et de la rigueur dans l'information, la première chose qu'on balance, c'est des faux en série. Donc, ça fait tâche un peu. En plus, la presse, à l'époque, avait largement joué le jeu, que ce soit... aucun des journaux n'avait spoilé. Oui, non, on avait vendu la mèche. Trop bien. Même Libé, que ce soit Libé, Le Monde, Le Figaro, tous les festivals et tout. Enfin, de toute façon, les documents ont tellement tourné, dans plein de festivals. À un moment donné, ils étaient considérés comme un des meilleurs programmes de films courts-métrages des années 2000 et tout, etc. Donc, ils ont eu effectivement une carrière qui nous a tous largement étonnés, parce que nous, on pensait que la supercherie allait être découverte très vite et que finalement, on allait rentrer comme ça dans un petit jeu. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça se passe à la mer, ça se passe à la montagne, ça se passe à la plage. Bon. Après, c'est devenu quelque chose sur lequel maintenant, je suis un peu à bout de souffle à chaque fois de réexpliquer qu'il s'agit d'une démarche, que c'est un choix de réalisation, que moi, l'idée, je l'ai eue, parce que ça venait de... justement, je sortais de 15 ans de pub avec un matos démentiel pour filmer un verre d'eau ou un yaourt, et... là, je m'étais dit, il faut vraiment que juste avant, j'avais fait un court-métrage qui était un peu raté, avec des moyens colossaux et tout, et c'était raté. Enfin, en tout cas, c'était pas ce que je cherchais. Et je me dis, la prochaine fois, j'étais très frustré sur le cinéma. Et je me suis dit, la prochaine fois que je fais du cinéma, c'est avec les moyens les plus minimalistes possibles, donc caméra, ressort et 16 noir et blanc. À l'époque, on ne pouvait pas faire moins. Et voix off. Et on tourne là, décor minimaliste et tout, etc. Et finalement, c'est en planchant sur l'ensemble de ces habillages de programme qu'il y a une petite veine comme ça qui est sortie, et ça s'appelait à l'époque L'autre côté, les documents interdits. Et les premiers films qui sont sortis, c'était La Barque, une famille sur la plage qui est embarquée, qui voit une barque et qui est embarquée et tout, etc. Ensuite, il y a eu le double de R, qui était un peu comme les expériences de Victor Hugo. Vous savez qu'à un moment donné, quand il était en exil à Guernesey, il s'est vu marcher sur la plage alors que tout le monde disait qu'il était à l'intérieur. Enfin, il y a eu comme ça un truc grand mystique quand même, Hugo. D'accord. Et tout, etc. Donc, c'était un peu dans cette veine. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'un des films, La Barque, lorsqu'il a été diffusé en 86, justement, je crois, ou 87, je sais diffusé en télé oui, okay. Voilà. D'accord. Sur France 2, dans une émission qui s'appelait, je crois, Inaperçu à l'époque, ou quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Il y a eu une réaction assez importante sur les gens qui ont dit, mais où est-ce que vous avez trouvé ce document? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte? Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et tout, etc., etc. Et c'est Garel qui m'a dit, plus qu'on a un truc comme ça, enfonçons le clou. Moi, je passe à la 7, qui était donc l'ancêtre d'Arte. Et c'est comme ça qu'on a fait la saison 1. Et donc, la saison 1, c'était c'est le soldat, la sorcière. Et quand tu dis saison 1, ça n'a pas été diffusé comme une série, ça a été direct les documents interdits qui a été diffusé en premier, ou ça a été épisodique d'abord? Non, alors Arte, ça a été, je crois, la première fois un par soir, tout au long d'une semaine. D'accord. Avec un feedback et tout, vraiment, vraiment, vraiment très, très important. En même temps, il avait commencé un peu sa carrière dans les festivals, donc si j'ai gagné beaucoup de prix. Enfin, comme c'était un projet singulier, il a suscité pas mal d'intérêt. Je veux dire, ça c'est vrai. On m'a accusé des pires choses, et puis d'autres ont trouvé ça très bien, d'autres
Ah bon, comme d'habitude, quoi, c'est pas... Et n'écoutons pas les rageux, parce que moi, comme je t'ai entre les mains, je voudrais quand même interroger deux, trois Ouais. trucs sur ton regard. Parce que, en fait, les documents interdits, quand je me repenche un peu sur l'histoire cinématographique, moi, le documentaire, et enfin, Nicolas, tu vas me seconder là-dessus, c'est un truc que j'ai énormément affectionné. Ouais. Et je dirais qu'après 89, c'est là où il s'est passé le plus de choses, il y a notamment la création du found footage, mais, enfin, pas la création, mais la popularisation L'avènement, on va énorme. dire. Voilà, et j'aimerais t'entendre parler de Blair Witch, si tu l'as vu. Je voudrais aussi avoir ton avis là-dessus, mais je trouve qu'on aime dingue que c'est, aussi loin que je me souvienne, à part Cannibal Holocaust, je ne sais pas si tu l'as vu, mais qui a cette idée géniale d'utiliser le footage justement de journalistes, mais c'est dans un film de cinéma dans lequel, où il y avait quand même ce dispositif, mais on te dit dès le départ, enfin, on ne dit pas que c'est faux, mais on voit le jeu des acteurs au début, on n'est pas dans le rapport que tu as de donner uniquement l'archive qu'on retrouve, en fait. Oui, Et c'est oui. là où je trouve que je vois pas d'antériorité à quelque chose qui aurait ressemblé à ça, parce que pour Non. le coup, c'est Blair Witch 10 ans avant complètement, sauf que tu le fais en petits fragments, avec Oui. en plus le jeu que... Enfin, c'est là où je trouve ça ouf, c'est que tu t'es pas contenté de faire une série en super 8, c'est que tu écris des histoires qui servent parfaitement le format dans lequel tu les choisis, tu vois. Et ça, quand le fond et la forme, tu vois, arrivent à parler ensemble comme ça, sans que tu aies la lourdeur de devoir expliquer plein de trucs relous qui sont propres au cinéma fictionnel classique, tu as réussi avec ça à faire un truc mystérieux, mais totalement Lovecraftien, tu vois, de l'ordre un peu de l'indicible, tu vois, et avec pourtant la pauvreté, entre guillemets, comme de dispositif, c'est-à-dire le moins de trucs possible. Le mec qui disparaît dans la colline, on le retrouve pas, tu vois. C'est juste flippant, c'est ultra simple, et en même temps, c'est presque plus flippant que un énorme dispositif de film d'horreur, tu vois. Donc, quelle a été d'où ça t'est venu, quelque part, de faire ça, cette fascination pour l'archive et tout Alors, ça m'intrigue. il y a plusieurs choses. Il y a le fait que comme tout réalisateur débutant, j'ai essayé plusieurs fois d'écrire des courts-métrages. Et je trouvais que les courts-métrages, ça fonctionnait jamais parce que 9,9 fois sur 10, c'était des petits morceaux de long qui fonctionnaient pas. Et, ou en tout cas qui fonctionnaient mal, ou alors qui étaient entièrement basés sur la chute, etc. Et comme ça, comment dirais-je, comme ça convoquait un peu des moyens de cinéma traditionnels, c'était à qui essayer de faire le plus propre possible, donc quelque part le plus conventionnel possible pour montrer qu'on savait faire. Ouais. Bon. Mais moi-même, enfin, je m'y suis même cassé les dents dessus, parce qu'à l'époque, on y était tous passés, et je me suis un peu cassé les dents. Et ce que je trouve, dans les documents interdits, ce qui a vraiment fonctionné, c'est que je me suis dit, si on partait sur l'idée de quelque chose de retrouvé, filmé par un amateur, la chose à laquelle il fallait soumettre, c'était nécessairement une grammaire pauvre. Parce que c'est là toute la grande difficulté quand même de ces films-là, mine de rien. C'est que Réussir à mal faire. Oui, puis il n'y a pas de contre-champ. Ouais. Le cinéma, c'est champ contre champ, c'est action-réaction, c'est provocation-conséquence, etc. Tandis que c'est le sujet verbe complément de l'écriture, quoi. Mais là, un amateur, il se retourne jamais. Il filme toujours ce qu'il a dans l'axe. Et sur du journal intime vidéo, en fait, quoi, quelque chose de très Oui, direct. alors ça après, c'est devenu quelque chose déjà d'un peu plus sophistiqué, quoi. Mais si on se remet dans l'idée de quelqu'un qui a une pellicule, qui a pas forcément, donc qui doit absolument faire tenir son film dans la pellicule. Vous savez, là récemment, j'ai relu, je fais juste une toute petite parenthèse, j'ai relu ce livre absolument extraordinaire qui s'appelle La Bible des scénaristes. Donc, ça fait 1275 pages, mais je vous le recommande parce qu'il est absolument extraordinaire. Tout le début parle de l'invention des premiers plans. Vous savez comment l'accéléré a été trouvé? C'était un des opérateurs de lumière qui avait peur de ne pas avoir assez de pellicule et qui filmait une corrida, et qui avait peur de ne pas avoir assez de pellicule pour filmer la mise à mort du taureau. Donc il a filmé moins vite. Moins vite. Du coup, quand ils ont passé le film, les choses allaient à toute vitesse. Et alors évidemment, à l'époque, il n'y a pas la même culture de cinéma et tout qu'il y a, mais moi je me suis dit, un amateur, ce qu'il va faire, il va d'abord filmer ce qu'il va voir, et comme il n'est pas préparé à ce qu'il voit ni à ce qu'il filme, il va faire ce qu'il peut. Et évidemment que ça va être mal cadré, et évidemment que ça va être un peu flousaille, parce que pour lui, le plus important, c'est pas d'avoir une amorce superbe avec 3 plans dans l'image, c'est de prendre ce qui se passe
simplement. Et c'est le côté brut de fonderie, alors que des fois les gens aiment bien ou que des fois on m'a reproché. Peu importe, il ne pouvait pas y en avoir d'autres. Imaginez les documents interdits avec une caméra posée sur pied éclairé, c'est Non. juste grotesque. Bien sûr, bien sûr, bien C'est sûr. grotesque. Mais ce qui est Voilà. fascinant là-dedans, Donc, c'est que tu as dû être. Ouais. Non, oui, non, ce qui est pardon, fascinant, je dis, tu as dû trouver une esthétique. En fait, tu as dû faire de ce côté brut, entre guillemets, une recherche esthétique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on filme mal? Comment est-ce que je fais croire le spectateur que c'est vraiment quelqu'un qui filme ça honnêtement, avec toute le côté honnête, brut, et la contrainte, le stress, tu vois, dont tu parles avec la pellicule, etc. Mais c'est quand même hyper ouf de justement recréer ça, parce que du coup, ça devient une fabrication. Et c'est ça qui fait toute la force des documents interdits, c'est que cette pauvreté, elle est hyper riche et hyper travaillée. Et en plus, tu te permets d'en faire un propos artistique parce que ça dit plus, comme je disais avec ta soustraction. Tu vois, le fait qu'à la fin, il y a une rubrique, un de mes préférés, c'est l'équipe de télé qui rentre dans un manoir. Ah oui, Mm. le Je cas le trouve- Ferguson. Ouais, parce que là, C'est tu vrai. utilises vraiment enfin, c'est la caméra, pas DV. Alors, parce que moi, j'y connais pas grand-chose en pellicule et Oui, tout, non, mais mais tu oui, c'est une utilises un truc vidéo, là, plus oui. télé, tu vois, une vidéo. Et puis avec ce journaliste qui joue hyper bien, enfin, je trouve que tu arrives à encapsuler tout le délire de la maison hantée avec juste un truc très sobre, froid, avec des bouts de trucs qui manquent et sans être putassier comme va le devenir le fan footage hollywoodien très très vite. Tu vois, Blair Witch est assez malin quand même, je trouve, dans sa façon, mais on a eu beaucoup de suiveurs Ah oui. pourtant, à chaque fois, tu les regardes parce qu'il y a un tel appel de l'aventure, un tel appel du secret, du voyeurisme, de ces gens normaux. Ça va pour moi avec la démocratisation des moyens de film, en fait, dans le sens, le found footage n'a pu être possible que dès l'instant où quelqu'un seul pouvait avoir, ou une famille pouvait avoir une petite caméra pour filmer. Et là, du coup, ça a ouvert tout un champ d'imaginaire que le cinéma classique permettait pas parce qu'on était dans quelque chose de plus héroïque, quelque part, qui doit être plus iconique. Là, cette pauvreté, elle est devenue réaliste, elle est devenue au plus proche d'une forme de réalité, et tu as réussi à saisir ça, mais d'un truc où j'ai quelque part pas retrouvé mieux après en termes de vraiment. Ça m'a mis mal, moi, quand j'ai vu les documents interdits, parce que je l'ai vu pas sur Arte, je l'ai vu sans savoir ce que c'était, et j'étais un peu dans une phase que j'ai abandonnée depuis, pas complotiste, mais un peu en recherche de tout, ce qui est un peu mystérieux. Tu vois, j'ai poncé les vidéos d'OVNI en me disant, bon, elles sont peut-être toutes fausses, mais s'il y en avait une de vraie, est-ce que ce serait pas cool, tu vois, ce genre de truc. Et j'ai bien changé depuis que le monde dans lequel on vit, où la fake news, c'est un truc où j'aimerais t'entendre parler aussi, et la fabrication de fausses archives, de mensonges, la manipulation, elle est devenue répandue de partout par des millions de gens, et de façon malveillante pour le coup, parce que là, différemment à toi qui fais une proposition artistique, et je trouve ça ouf qu'on te les reprocher, même si c'est parce que tu as rué dans les brancards, donc ça a dû aussi être une forme un peu rejetée de nature, à l'encontre de tout ce que la télé fait, de tout ce que le documentaire un peu classe essaye de faire. Et moi, je trouve ça un coup de génie, mais du coup, c'est hyper fascinant de voir ça à l'aune de ce que c'est devenu après, récupéré par Hollywood, hein, clairement, tu vois. Ouais. Il y a eu. C'est vrai que moi, quand j'ai vu Blair Witch, alors pour la petite histoire, ça c'est pour le coup, c'est ma propre parano. La saison 2 des Documents Interdits avait été coproduite par une PBS Boston, qui est donc les chaînes pas classiques, mais câblées, les rares chaînes qui sont nationales, oui, américaines et tout, etc. Peut-être ont-ils été vus, puisqu'ils ont été forcément diffusés aux États-Unis et tout, en leur temps, il y en a. Je ne sais pas là-dessus. Après, je ne veux pas aller plus loin. Moi, je sais que quand j'ai vu, il y a deux films où je n'ai pas été à l'aise. C'est arrivé près de chez vous et évidemment Blair Witch. Celui dont je me sentais le plus proche, c'était évidemment Blair Witch. Mais bon. Après, là-dessus, moi, par pure honnêteté intellectuelle, je me suis dit, attends, je ne suis pas dépositaire du fan footage et tout, etc. C'est, après tout, si je mets du rouge dans mon tableau, les autres, ils ont aussi le droit d'en mettre et tout, etc. Mais en revanche, ce qui m'a fait, et ce qui explique qu'il n'y a pas eu, que la suite a été vraiment très, très compliquée après avec les documents interdits, c'est qu'en France, je n'ai jamais réussi à monter un film de cet ordre. Jamais. Mais c'est ça, c'est tout le drame. Et que même encore aujourd'hui, j'ai une énorme série qui s'appelle En Marge, sur lequel je n'ai même pas eu l'aide au pilote du CNC, avec une bible de 100 pages et avec tout le reste qu'il y a derrière. Et
Bible qui mélange justement, qui cette fois-ci allait un tout petit peu plus dans l'idée avec une dramaturgie et tout un peu plus appuyé, parce que les documents interdits, il ne s'agissait plus de faire croire que c'était peut-être vrai ou quoi que ce soit. Ça, pour le coup, c'est vraiment dépassé. Mais ce qu'il y a quand même de bien dans le found footage, c'est comme si finalement vous donniez la caméra à un acteur et que cet acteur, après, lui, au lieu de jouer normalement, il a fait à un moment donné précisément ce qu'il devait faire avec sa caméra. Il laisse un message derrière lui. Donc ça devient un personnage quasiment un peu à part entière, si j'ose dire. Et l'autre chose, encore une fois, moi j'insiste, les documents interdits, c'est aussi un choix de réalisation. Ça ne pouvait pas être réalisé autrement. Mais bien sûr. Et pareil, les trucages, quand on s'était dit, c'est pas avec un négatif 16 noir et blanc qu'on va aller truquer sur un négatif en 16 noir et blanc. C'est juste impossible. Je veux dire, c'était juste grotesque. C'est aussi toute cette réflexion, pour le coup, purement technique, là, qui nous a amené à ce genre de choses, les noirs profonds, des fois qu'il y a, et tout, etc. Ça tenait au fait qu'il fallait faire avec le soleil. On n'a jamais sorti une lampe dans les documents interdits. On n'a jamais sorti une lampe. La personne qui marche dans l'océan, vous l'avez truqué comment? Alors celle-là, il y a un plongeur avec un câble sous l'eau. Sérieux? Le type tient le câble, parce que sinon il saute. Enfin, il n'arrive pas évidemment à tenir le fond. Et il tient une grosse apnée. Ah oui, il tient une grosse apnée. Voilà. Oh putain. Il y a un truc, j'en t'ai dit, que je trouve fou. Enfin, il y en a plusieurs dans les documents. C'est que, et j'ai l'impression que tu l'avais compris, ça, et c'est sûr, même si ça serait vu, c'est que quand on est face à du faux docu, on peut très vite, vraiment très très vite décrocher s'il y a un truc qui sonne faux dans le jeu d'acteur notamment, et dans le dispositif, etc. Il y a vraiment ce soin qui est apporté, j'ai l'impression, même pour les acteurs, même si on les entend pas directement, dans tout ce qu'on voit, j'ai l'impression que tu as vraiment été dans la recherche du réalisme le plus pur et le plus formel. Est-ce que tu avais compris ça, que s'il y avait un petit truc qui sonnait un peu faux, direct les gens décrochaient? Parce que surtout quand on sait que c'est du documentaire et tu es venu au festival et tu as peut-être vu, il y en a certains il y en avait un français, La Rage du démon, où à un moment, il y a une actrice qui joue assez mal, et en fait, ça sort complètement du film. Et je trouve ça, c'est un truc qui est assez intéressant avec le faux docu. J'en ai souvent parlé, c'est surtout quand on sait que ça en est, on a vraiment un visionnage actif du film. C'est-à-dire, on cherche d'autant plus à voir ce qui fait faux pour dire, ah ben là. Donc forcément, pour quelqu'un qui sait que les documents interdits sont faux, moi je le savais quand je les regardais. J'ai essayé, même inconsciemment, j'ai essayé de regarder ce qui faisait faux, etc. Et j'étais vraiment bluffé là-dessus, effectivement. Comme le disait Alt, c'est bluffant, vraiment. D'autant plus quand on ne sait pas. Je sais, enfin, pour te dire, moi je sortais une période pub, et en pub, quand tu fais une préparation film, t'es paranoïaque. C'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard. Ça coûte trop cher. Faire une erreur, tu peux pas. Et aujourd'hui, si on avait des moyens de scanner le moteur de la baleinière dans laquelle le naufragé dérive, c'est une baleinière russe. Donc, si on voit le numéro, ce qui est frappé sur le moteur, c'est en cyrillique. Enfin, il y a même eu à un moment donné des gens qui ont répertorié toutes les voitures qui avaient été utilisées dans les séries 1 et 2 pour être sûr qu'elles avaient été mises en service avant la date du document. Idem pour les armes et tout, etc. Donc, là-dessus, on a fait très, très, très attention. J'ai jamais pris un commissionnel, le seul professionnalisme entre guillemets qui pouvait, ils avaient fait 3 pannes durant, histoire de savoir un peu comment un plateau pouvait marcher. Sinon, c'était soit des gens de théâtre, soit des gens qui n'avaient jamais rien fait. Par exemple, le cas Ferguson, le mec, il était présentateur d'une petite chaîne vidéo sur la côte ouest.
Ça venait de coupe un petit peu. Vancouver, donc il était. Mais en revanche, il avait l'habitude de tenir le micro et de faire un peu le kéké et tout, de survendre n'importe quoi, enfin le présentateur pur bœuf, quoi. Ça, il avait l'habitude de le faire. Et Voilà, c'est cool. pareil pour la Sibérie. Celui qui joue l'ingénieur est russe et il était ingénieur à Hydro-Québec à l'époque. Celui qui Ça coupe. Ça coupe de ouf. J'entends. a compris et là, ça va. Ouais, c'est juste que par intervalle, ça avait un petit peu bloqué, si tu veux, on t'entendait en voix de robot, du coup. Là, ça va mieux, ouais. Là, ça va mieux. Ouais. Forcément, où j'en étais. Au russe. Ouais, tu parlais du russe qui était hydro. Oui, qui était ingénieur à Hydro-Québec. Ah mince. C'est le russe qui te fait bugger, j'ai l'impression. De regarder des choses. Ah bon, ok. Et dis-moi. Dis-moi, est-ce que vous m'entendez là? Ouais, c'est juste que ça frise, c'est relou. Ça fait très documents interdits pour le coup, mais c'est pas vous. Oui. Est-ce qu'il va se passer un Vous événement? aussi, vous semblez un peu loin. Est-ce que tu as tout tourné en France, Jean Teddy? Est-ce que tu as tout tourné en France? Rien tourné en France. D'accord. Il n'y a que la barque que j'ai tournée quelque part sur une plage normande. Tout le reste a été tourné à l'étranger. Première partie a été tournée au Portugal, la deuxième au Canada. D'accord. Ah oui, d'accord. Je croyais que vous alliez dans des pays différents à chaque épisode. Parce que ce qui est un truc qui est aussi fou dans les documents, c'est que chaque épisode a son esthétique aussi. Donc, et ça c'est frappant aussi, c'est qu'il y a un petit univers à chaque fois dans chaque épisode. Tout à fait, mais ça c'est vrai que c'était à chaque épisode il y a une période aussi différente, il faut que ce soit un peu fallait qu'il soit un peu marqué, un peu avec un peu une vraie identité, quoi. Et comme moi j'avais une question, c'est où est-ce que tu as été puisé? Parce que à l'époque, en 89, Internet n'est pas vraiment du tout répandu. Je pense que tu t'en es jamais servi, et voilà. Non. Et du coup, d'où est-ce que tu tires quelque part cette culture? Parce que c'est fou comment tu es assez proche des esthétiques et du complot et de tout ce que les gens vont un peu de ce qui va nourrir cet imaginaire, si tu veux, que X-Files par exemple va complètement rendre mondial, tu vois, de l'archive perdue qui montre un truc surnaturel, tu vois, comme ce gamin là qui tue son chien par la pensée dans la piscine et qu'après on retrouve dans une espèce de truc un peu CIA avec une cam qui le filme, tu vois. Donc il y a ce côté quand même toute une esthétique avant Internet et là pour le coup ça va être mondial, tout ça vient pas des documents interdits, mais comment tu as réussi à saisir déjà toute cette petite musique que tu arrives à rendre poétique? C'est ça que je trouve cool dans les documents interdits, c'est pas un truc putassier où on va essayer de montrer enfin je trouve que tu as réussi à rester poétique sur le truc, mais il y a quand même cette préscience un peu de tout ce grand globi-boulga qui est devenu plus drôle puisque du coup les gens y croient sérieusement et que ça brise des vies, tu vois, mais est-ce que tu sentais dans l'air déjà cette annonce du faux non, ou c'était pas du tout Non, alors très honnêtement, du faux, non. Du faux, non. Moi, je veux dire, ce que je trouvais fascinant dans les archives, c'est le regard historique, les rigueurs de cadrage, le vif qu'il fallait à tous ces gens qui les ont filmés, puis le courage quand même en plus, parce que là c'était ramener des images de loin, et que quelque part c'était une vision assez juste, enfin en tout cas, même si c'est du cinéma de propagande, mais ça après c'est des affaires de montage, peu importe que les premières archives et tout ont été reconstituées, on s'en fiche un peu. Après, ce qui est très intéressant, c'est on est dans une image et on est dans ce que l'image raconte, et il y a deux façons d'aller au spectacle, quoi. Soit on résiste et on essaye de comprendre le truc du magicien, et dans ce cas-là, ça sert à rien d'y aller. Soit au contraire, on se laisse prendre par la main, et puis on embarque avec ça, et puis on goûte le spectacle parce qu'on est payé pour se distraire. Mais en revanche, sur les docs et tout, moi, j'étais pas du tout dans... C'est marrant parce que j'ai presque plus une origine, entre guillemets, littéraire, si j'ose dire, sur les documents interdits.
que visuel. Ouais. Après, c'était, bon, en pub à l'époque, on voyait évidemment pas mal de choses, mais très honnêtement, encore une fois, c'était juste de la déduction de la moins mauvaise manière de le faire en réalisation. Vraiment, la chose qui... Ouais. comment on pouvait y croire et comment on allait comprendre telle et telle chose. Voilà. Mais c'est vraiment une esthétique, enfin, c'est pas une esthétique, c'est vraiment une des réflexions de pub. Parce que je vous assure que quand vous avez à vendre un yaourt et rien d'autre, ou quelqu'un qui repasse, ou un truc, mine de rien, le résultat est rarement à la hauteur du jus de cerveau qu'il a fallu répandre pour faire le film et pour le faire. Donc, il y avait cette démarche. Et puis, il y avait aussi bien sûr, j'avais vu des archives, bien sûr, j'avais vu des choses comme ça, mais c'est vrai ce que tu dis, à l'époque, il n'y avait pas du tout... Moi, j'avais jamais vu de found footage avant. Hein. Avant de faire des trucs, jamais. Je les ai vus après, quand les gens m'ont dit, mais alors, est-ce que tu as vu Cannibal Holocaust? Rien de tout ça, je n'avais rien vu de tout ça. C'est fou quand même. Est-ce qu'il y en a un qui t'a bluffé sur... Est-ce qu'il y a un found footage ou un faux docu qui t'a bluffé depuis? Mais après, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Ça marche. Vous m'entendez? Ça bug un peu. Parce que là, vous êtes figé. Est-ce que vous... Bon. Là, on te réentend, mais ça avait frisé juste un petit peu avant, mais ça va, t'as pas commencé l'explication, donc si tu peux... Ouais. Non, rappelez-moi le titre de ce truc américain là, qui a été tourné sur New York avec le Godzilla. Cloverfield. Ah oui, Cloverfield. Cloverfield, voilà, merci. Voilà. Bon, principe du found footage, puisque le film qu'on voit est raconté par un type qui tient sa caméra. Même si le film, il y a plein de choses jolies dedans, il y a plein de choses drôles et tout, le trucage de malade à la fin quand on est dans l'hélico, vu à travers la vitre, la caméra qui bouge sur la pompe, les surcouches du trucage et tout, je suis assez admiratif de ça, etc. Mais du coup, cette idée de found footage ne devient plus qu'un truc, parce qu'il est évidemment pas crédible une seule seconde que dans une telle situation, quelqu'un veuille se mettre à témoigner, etc. Ça, c'était juste un peu la chose. Le found footage sur la longueur, c'est très compliqué. Ouais. Troll, c'est abominable à regarder. Ouais. Il y a juste ce qui est arrivé près de chez vous qui n'était pas trop mal. Et Blair Witch, honnêtement, qui effectivement n'était pas trop mal. Qui voulait dire aussi que de toute façon, et puis après même, là récemment, j'ai vu The Last Exorcism, qui là est pas si mal, mine de rien. Ouais. Ça n'a pas tant vieilli que ça, d'ailleurs. Ça n'a pas tant vieilli que ça. Et ça raconte une vraie histoire. Dès l'instant où ça justifie et où ça tient la route, ça marche. Et ça tient la route à condition que la caméra soit un véritable acteur, quoi. Ouais. Et qu'à partir de là, on rentre là-dedans. Mais moi, j'ai pas mal de projets comme ça, mais je n'arrive pas à les monter de toute façon. Ça, c'est rageant, ça rend fou. Et juste, je voulais rebondir sur un petit truc. Oui. Dans Cloverfield, la seule belle idée que j'ai trouvée dans Cloverfield, dans cette idée de found footage, c'est qu'à un moment, on est dans les scènes finales, c'est très explosif, enfin c'est l'apothéose, et il y a un bout de rush de ce qui était filmé en dessous, qui est une petite scène très fragile où ils sont dans le métro à se regarder, et du coup, de montrer ce qu'il y avait en sous-impression en fait derrière ce qui a été réenregistré, avait créé je trouvais que ça c'était une trouvaille qui était assez jolie. Mais il y a un truc sur lequel je voudrais t'interroger, je sais pas si tu l'as vu, et c'est un des trucs peut-être les plus convaincants que j'ai vu, alors même que ça joue pas le found footage, c'est un truc qui s'appelle Lape Rouge, une bien étrange histoire d'amour. Ça te dit rien? Lape Rouge. L-A-P Rouge. Et en gros, l'histoire, c'est deux Hollandais avec une barbe hyper flippant qui vivent avec leur mère dans le sud de la France. Et ça avait été diffusé par Jacques Perrin à la 25e heure ou un truc comme ça, qui pareil n'avait pas dit que c'était faux. Et du coup, mes parents avaient enregistré la cassette, c'est un truc que j'ai rematé plein de fois. Et c'est hyper bien fait, on dirait une caméra, tu vois, de reportage en fait qui suit ces deux types un peu fous qui vivent avec leur mère et qui a gardé notamment un fœtus de leur petite sœur dans une armoire, mais en mode c'est hyper bien fait, c'est très pudique pour le coup, tu vois. Là tu parlais de cette, je sais pas si on dit la pudeur, pardon, n'importe quoi, la pudeur qui aurait eu de Roswell, qui manquait à Roswell, elle est complètement là. Et c'est des gens qui sont un peu en plus des mecs un peu fous dans leur pays, enfin un peu
pas sans abri, mais ils ont été vraiment essayé de chercher le meilleur de la réalité des personnages. C'est relativement introuvable, malheureusement. Et ça a été même traduit en anglais, donc il y a peut-être une copie quelque part, tu chercheras. Mais Lap Rouge, ça dure D'accord. 20 Ouais, minutes. ouais. Et ça, pour le coup, c'était intéressant, même si c'est pas du fan footage. Mais ça pourrait peut-être beaucoup t'intéresser. D'accord. Justement, dans la pudeur de Lap et l'écriture, rouge. L-A-P rouge à côté. Lap D'accord. rouge. Voilà. Il y a quelqu'un qui demandait dans le chat il y a un petit moment. Je crois que c'est un des documentaires que tu adores. C'est si tu avais vu Cropsey, qui est un documentaire américain, je crois. Ouais, c'est pas mal du tout. En 2 mots, c'est un mélange de documentaire très réaliste, donc du coup un film documentaire à l'américaine, comme ils savent si bien faire, avec un bout d'archives retrouvées dedans. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a à la fois des vraies archives et des fausses archives. Et il y a notamment une vraie archive qui est complètement dingue, c'est un journaliste qui part dans les années 70 filmer un asile psychiatrique sur une île, genre un peu à côté de New York, une petite île, tu sais, un peu dépotoir où on met Ouais. un peu miséreuse, et il y a un asile qui est là, et où c'est des images quasiment les plus atroces que j'ai vues de ma vie, des gens laissés dans la déshérence et la crasse, enfin, c'est horrible. Et il y a un journaliste qui se balade au milieu de ça, et autour de ça, ils construisent une histoire de légende urbaine, mais par le biais du fait divers, hyper, pareil, pudique et très bien faite, en fait, avec des témoignages d'enfants qui reviennent sur les lieux. Et pareil, ça fait, c'est un peu comme la Manson Family, ou ce genre, tu vois, de film hyper intéressant, qui a été tourné sur 20 ans pour faire vieillir les acteurs, tu vois. Il y a quand même des dispositifs hyper fascinants dans des cinémas peut-être plus traditionnels, avec ce jeu réalité, écriture fictionnelle. Et je trouve que bah, vraiment, moi, voilà, je vois les documents interdits comme le truc qui, quelque part, initiait ça dans la noosphère des idées et de l'art, tu vois. Et je trouve que bah, même si ce qui me fait de la peine, c'est de voir que putain, on produit pas tes films, c'est comme Jodorowsky à qui on veut pas filer. Enfin, tu vois, ça fait partie des trucs qui me rendent fou parce que il y aurait tellement de choses à faire là-dedans. Donc bon, bah, là, à part te dire que vraiment merci pour avoir fait ce truc-là, parce que franchement, je te dis, moi, notamment cette voix off, je voulais en parler 2 petites secondes. Je sais pas Oui, si c'est toi qui oui. l'as fait. Ouais. C'était qui cette voix off Non, 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 non. Non, non, moi je supporte pas ma voix. Bah, écoute, elle Bah, était parfaite. Oui, elle fait beaucoup de la beauté du truc, je trouve, et de l'inquiétant, Oui, oui, enfin du oui. côté inquiétant Ouais, qu'il y a dedans. qui est le Ah, comédien? Et je crois, et qu'il m'excuse si j'ai je crois que c'est François Deveau qui était un comédien de voix off. d'accord. Je crois, hein, mais j'ai honte, j'ai vraiment honte Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Mais tiens, tu as... l'idée de dire le document a déjà été décortiqué. Donc on ne fait que traduire ce que les autres ont déjà dit. D'où le système plus on met de distance avec ce qu'on trouve, plus on rend crédible ce qu'on montre, quoi. Ah ouais, il y a ce côté clinique et hyper froid, génial. Voilà, Ouais. j'ai trouvé ce truc-là. Ah non, Comment ça t'est venu, ça? Cette idée un peu. L'idée de mettre à distance pour avoir, alors par pur, comment dirais-je, je vais employer un mot un peu fort, amour phonique. J'adore l'anglais. Je trouvais que quand les voix se chevauchent comme ça, anglais, français, italien, anglais, espagnol, anglais, russe, anglais, allemand, anglais, et tout, etc., ça fait un très joli mélange phonétique. Il était juste impossible de mettre de la musique là-dedans. Ça aurait été grotesque. Ouais. Donc, tout d'un coup, ça faisait vraiment. Et si tu veux, bon, voilà, la syntaxe allemande, elle est beaucoup plus longue que la syntaxe anglaise. Donc, ça laisse vraiment des trous. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est, parce que c'est le dernier que j'ai fait, c'était l'examen. Donc, alors bon, il a été plus ou moins apprécié. Enfin, après, c'est pas grave, un film, c'est une auberge espagnole, il est fait, puis il vit, puis voilà. Mais si vous avez l'occasion de le voir, regardez la version anglaise. Parce que la version française, elle est forcément un peu plus plaquée, artésienne, si j'ose dire. Alors que la version anglaise, avec la syntaxe allemande, du coup, la version anglaise est plus courte. Et il y a beaucoup plus de moments de silence entre les deux. Et c'est Paul Bendy qui m'a fait la voix anglaise, les documents d'ailleurs, anglo-américaine, la voix atlantique, comme on dit. D'accord. Énorme. Au milieu. Et qui là aussi, à mon
vie est constitutif aussi des choses. Hein, mais par exemple, l'examen, c'était le pilote de la 3e série. Et puis, ça a été fait pour les 20 ans d'Arte. Et puis, sur une commande d'Arte. Et puis après, c'est parti en ronde boudin pour des raisons que je ne sais plus. Et puis, ça ne s'est pas fait. Parce que je crois en fait que personne, le documentaire ne voulait pas le prendre, la fiction ne savait pas trop quoi en faire. Et voilà, c'est parti dans les limbes. Il y a d'ailleurs, je ne l'ai pas cité, mais Alt a participé à un film faux docu français qui s'appelle Sorgoï Prakov. Il était monteur du film Sorgoï Prakov, que je te conseille de regarder parce qu'il n'est pas exempt de tout défaut, mais il est très réussi dans le genre. Par contre, dans le genre français, fun footage, c'est peut-être c'est le premier exemple qui me vient en réussite en long métrage, hein, j'entends. Sauf qu'il n'a jamais pu sortir au ciné, donc c'est un peu frustrant. Il a existé, pour le coup, par le biais du téléchargement. À l'inverse de toi, c'est grâce à ça que le film a pu vivre. Et là, il a fait un crowdfunding récemment où le film va être édité en DVD, mais par ses propres moyens. Mais ça reste une aventure assez marrante. Contrairement à toi, nous, les documents interdits, on fait partie de ce qu'on avait visionné avant. Moi, j'étais un peu en avance avant l'écriture du scénar. Et on a aussi vu des trucs comme Schizophrénia de Gerald Cargill. Je ne sais pas si tu vois, Angst. Si, ça me dit quelque chose en revanche. Ça me dit quelque chose. C'est un truc complètement fou d'un mec qui attaque une maison. Tu sais, un mec allemand complètement fou qui sort de tôle. Enfin, le début du film, il braque une petite vieille. Il va en tôle. 10 ans après, il sort de tôle. Et la première chose qu'il fait, c'est d'aller braquer une famille à nouveau. Et le film est hyper flippant. Le chef-op est hyper culte. Je sais plus comment il s'appelle. Il a un nom malheureusement polonais dont je me souviens plus, mais qui expérimenté énormément de choses avec des perches de caméra. Enfin, le film est assez fou. Du coup, on avait regardé toutes ces choses-là. Et nous, ça prend c'est marrant. On avait un peu modernisé ce dispositif en s'inspirant de Maximi pour le coup, qui partait avec une cam frontale et une cam en retour qui filme sa gueule. Sauf que là, c'est l'histoire on avait inventé un pays, tu vois, qui s'appelait la Zdorvia, entre la Russie et la Biélorussie, et personne nous a fait chier avec la Zdorvia. Tout le monde y a cru, tu vois. Et il y avait la moitié du film se passe dans le réel. Elle est plutôt joyeuse. C'est un mec qui veut faire le tour de l'Europe en dessinant un cœur sur la carte pour voir s'il existe un rêve européen, comme il existe un rêve américain. Sauf qu'il arrive à Paris, il perd sa thune, et puis c'est une descente aux enfers où il finit par tuer des gens, quoi. Mais l'acteur, c'était un mec qui était avec moi aux Beaux-Arts, et il y avait tout un processus de perte de poids dans le film, parce qu'il travaillait beaucoup sur son poids aux Beaux-Arts. Voilà, c'était sa démarche. Du coup, il a perdu 25 kilos en 3 mois pour le film, et ça va avec le personnage. Et il y a eu plein de trucs géniaux. Si on avait un paquet d'autorisations, on allait filmer des choses dans la rue et demander aux gens si on pouvait prendre leur image après, parce qu'il y avait un mélange de dispositifs acteurs et non-acteurs. Et à la fin, ça finit dans du faux, voilà. Mais la première moitié avait quand même des dispositifs hyper intéressants. Du coup, il n'est pas exempt de défauts, mais c'est quand même un truc où il y a une énergie. Il y a presque 100 personnes qui jouent dedans, tu vois, et on l'a fait avec 10 000 euros, tu vois. Donc, faut le voir en se disant ça a coûté 10 000 euros, mais franchement, avec la force de Manu, qui est donc l'acteur principal, et qui a écrit. Si vous avez un lien, moi je suis preneur, hein, je voudrais bien faire ça. Hein, on va essayer de t'envoyer ça carrément de te faire carrément. D'accord. Et voilà, c'était pour dire qu'il y avait un petit lien entre vous deux niveau création de photodocu. Donc ça a été une référence pour vous. Mais ça a été complètement une des références archétypales dans les choses qu'on a, enfin dans notre amour du fan footage, ça fait partie du truc. Avec Blair Witch aussi, hein, dans le sens, moi je l'ai vu aussi à 18 piges avant de voir les documents interdits, ça m'a mis une baffe. Et après quand tu vois quelque chose où tu dis, ah oui, c'était fait 10 ans avant, et d'une façon bien différente avec plein d'autres dispositifs, ça a ouvert, ça a élargi le truc. Et je trouve qu'il y aurait, ce serait l'objet d'un autre truc malheureusement, parce que là je suppose qu'on arrive un peu au bout, mais il y a vraiment un truc, malgré toi, puisque tu dis que c'était plus dicté par des envies de forme, d'ascèse, de comment est-ce qu'on fait un truc, mais il y a quelque chose de vraiment de pression sur beaucoup de choses esthétiques, mais je trouve ça ouf de voir ce truc-là avant, que tu as senti comme ça par du jeu, par quelque chose qui reste assez poétique, toute une mystique moderne en fait, tu vois, la mystique liée au numérique, ça annonce les creepypasta de ouf, enfin tu vois, ça annonce énormément de choses liées à la légende urbaine qui est devenue notre nouveau mythe aujourd'hui, tu vois. Et je trouve que d'en plus d'avoir triché sur le fait que c'était peut-être vrai, tu vois, tu joues aussi avec ce truc un peu dangereux auquel on a joué. À l'époque, c'était bien intentionné dans un cadre d'une télé et tout, c'est très différent. C'est l'ordre du canular un peu gardé. Et avec une thématique gentille. Bien sûr, voilà.
parce que ça dépasse pas celui des les extraterrestres, les Bien sûr. apparitions, disparitions et tout, etc. Ouais, Plus tard, moi, j'ai siégé à un moment donné à la commission des effets spéciaux du CNC, et des fois, on voyait passer des choses qui, pour le coup, me faisaient peur, parce que là, maintenant, en UM, on fait ce qu'on veut. Et le nombre de projets qu'on a vu passer, où on faisait reparler Churchill, De Gaulle, Hitler, Staline et tout, etc., et qui auraient été éminemment dangereux, parce que vous laissez partir ça, et dans 20 ou 30 ans, c'est plus bien la source. Et ce qui a été fait peut de nouveau être considéré comme... Je pense que quand on fait ça, comme authentique, pardon, il faut avoir aussi quand même... Moi, je sais que ça va peut-être faire sourire un peu maintenant, mais je m'étais posé une barrière éthique là-dessus. Ouais, c'est précisément, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la course au buzz fait qu'à chaque fois, on a envie d'en rajouter, d'y aller à coups de canon et tout, parce que plus ça va être lourd, plus ça va être gros, plus ça va rajouter des trucs et tout, etc. Moi, je m'étais dit, là, je ne mets pas les pieds dans l'histoire. Je ne mets pas les pieds dans l'histoire. Ça, j'y touche pas, et tout, etc. Ou alors, je ne sais pas si vous avez vu ce que fait ce labo anglais, où ils ont réutilisé des archives de 14 et où ils ont réintégré les machines qui attaquent le monde, là, dans le bouquin de Wells. La guerre des mondes. Voilà. Alors là, c'est un travail numérique de malade, mais du coup, c'est évident qu'on voit là, on se sert d'une véritable archive, mais il est évident que quand on voit ces grosses bestioles extraterrestres, je veux dire, on ne va pas une seule seconde imaginer que ce qu'on voit est vrai. Et l'archive en elle-même, dans le support, fait reconstituer un champ de bataille de 14-18. Aujourd'hui, c'est juste même pas la peine d'y penser, quoi. Donc, voilà, un truc qui me fascine, c'est justement à l'époque où on vit aujourd'hui, où quelque part, même s'il y a encore beaucoup de crédulité, de fake, etc., il y a quand même aussi une éducation de l'œil du public, j'ai l'impression, à ce genre de choses. Ah, pardon? Ça a bloqué? C'est très taché. J'étais à ce genre de choses. Et après, tu es parti. Non, je disais juste que le public est beaucoup plus habitué à repérer quand même, j'ai l'impression, du fake. On est habitué à être trompé. Oui. Et aujourd'hui, si on te donnait les clés, ce que j'espère de tout mon cœur pour te dire, si tu devais faire les documents interdits de 2021, tu partirais dans du deepfake. Est-ce qu'il y a des choses, des leviers qui t'intéressent aujourd'hui dans ce cadre d'interroger la véracité? Oui, il y a des choses. Il y a un gros projet, trois, mais le troisième, il y en aura embryonnaire. Mais le premier gros projet, c'est vraiment de mettre en place quelqu'un qui fait un documentaire sur quelqu'un d'autre. Donc, du coup, en mettant un peu à distance le regard, on voit ce qu'il fait, on voit ce que les gens font. Et en même temps, moi, je peux avoir aussi un petit peu une espèce de recul pour être un tout petit peu dans une forme hybride. Mais ce qui est intéressant, en fait, quand quelqu'un en filme quelqu'un d'autre, c'est l'émotion qu'il partage avec lui, la qualité du regard, ce qu'il veut faire de ce qu'il filme, c'est-à-dire qu'il veut vraiment immortaliser la vie d'un producteur particulièrement amer qui en veut au monde entier, etc. Donc ça, c'est sur un gros projet dont vous me pardonnerez de ne pas en dire plus. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est là, ce qui est intéressant du fan footage, de l'autofilmage, de ces choses-là, c'est parce qu'elle est entièrement, comment dirais-je, intégrée dans une démarche de personnage, d'empathie, sur l'autre. Elle est absolument justifiée, quoi. Elle est absolument justifiée. L'autre, ce que je voulais faire, je ne pars pas espoir de les faire, mais un petit peu quand même, sur la troisième saison des documents, c'était littéralement un peu inspiré de Jerzy Kosinski et tout, etc., qui était un grand malade, hein, Jerzy Kosinski. Oiseau bariolé, cockpit, je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça, c'est auteur polonais gravement malade qui s'est suicidé en se mettant un sac en plastique sur la tête pour vous donner l'ambiance. D'accord, ok. et qui, comme ça, qui se cachent chez les gens, qui filment les gens, qui essayent de les prendre à leur propre piège, à leur imposer une deuxième réalité, à les voir plonger dans cette réalité, à abuser de leur réalité et tout, etc. Donc là, on est quand même dans des démarches personnelles, un peu de malades mentaux, de psychopathes, de choses comme ça, mais qui justifient complètement l'outil.
Moi, je sais que, par exemple, faire rire peut-être, mais j'adorerais faire un film d'exorcisme, précisément pour ce que ça pourrait signifier. Bien sûr. Or, je ne me vois pas approcher l'exorcisme, et en tout cas, c'est ce genre de thématique. Quand je dis, on n'est pas là pour cracher de la purée d'épinards ni de la compote de pommes, on est d'accord. C'est juste l'approche de la possession qui me semble vraiment très, très intéressante, précisément si elle est filmée d'une manière craintive. C'est ça. C'est-à-dire que l'exorciste, ça a déjà été fait avec des moyens qu'on n'aura jamais. Ce n'est même pas la peine de courir après. Mais la fragilité d'âme que ça peut représenter de quelqu'un qui se sent habité par quelqu'un d'autre, à mon avis, approché par quelqu'un qui ne sait à peine ce qu'il est en train de faire, là, je pense Ça que peut être super intéressant, ça. Vraiment donné. Oui, mais je touche du bois. D'ailleurs, en t'entendant parler de ça, je viens de penser qu'on a fait pas mal de fun footage sur l'exorcisme. Et il me semble pas qu'on en ait fait sur un personnage qui vit un exorcisme et qui est le caméraman. Non, tout à fait. Ça tout à fait. Et que ça pourrait être intéressant. Ouais. Tout à fait, parce que moi, alors, et en même temps, moi, l'idée aussi, c'était d'ailleurs de l'exorcisme, c'est toujours le diable qui est dans quelqu'un et l'exorciste qui veut le faire sortir. Voilà. Moi, l'idée, ça serait peut-être un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement qui on a en face et on ne sait pas qui appelle à sortir. D'où, dès l'instant que vous renversez la vapeur, de toute façon, c'est ça qui est intéressant en dramaturgie, c'est la situation. Ce qui était intéressant dans Le Naufragé, c'était Carrière qui disait ça, c'est un naufragé qui fait des grands signes au bateau qui passe, c'est un mec qui peut être sauvé, et c'est normal. Mais un type qui se cache quand le bateau passe pour ne pas être sauvé, ça devient un naufragé intéressant. Et donc, du coup, à chaque fois, c'était de renverser à chaque fois un peu la vapeur, si j'ose dire, renverser la situation, qui est un tiroir dramaturgique qui est de loin, souvent le plus intéressant, je trouve. Et comme ce tiroir-là vous fait toujours déboucher dans une situation un peu nouvelle, il est évident que l'approche cinématographique de cette même situation peut être, elle aussi, un peu nouvelle. Et c'est ça que j'aimerais un peu travailler. Mais moi, après, je ne sais pas, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours un peu l'impression que, vous savez, moi, j'ai gardé de mes années télé de regarder les audiences tous les matins. Bon, c'est un truc dont je devrais me défaire, parce que c'est de l'autodéprime sûr. Bon. Voilà quoi, je veux dire, c'est à un moment donné, on sait aussi, hélas, que tous ces films sont des films de niche. C'est des films qui ne peuvent pas être formatés. Ils ne peuvent pas l'être formatés, parce que dès l'instant où ils sont formatés, ils ne sont plus crédibles. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une narration qui a considérablement accéléré. Un amateur n'a pas conscience du temps pendant lequel il cadre. Je veux dire, puisque c'est quelqu'un qui filme sans recul. Ouais. Et tout ça, c'est vraiment les choses du doc. Vous avez vu des fois sur Internet les gens qui ont essayé de refaire des documents interdits. Bon, je dis rien parce que voilà quoi. Mais ça marche pas parce que c'est pas parce qu'on est à une image tremblotante ou un truc un peu incroyable que ça fonctionne. Il y a plein de petits paramètres à mettre dedans. Il faut être persuadé que ce qu'on raconte est vrai. Il y a un truc que j'adore dans un de tes paramètres que tu as mis donc avec la voix off, c'est l'interpellation du spectateur. Et ça me semble déjà très nouveau à l'époque et surtout jamais trop repris. Vraiment l'interpellation. Oui. Regardez, à ce moment-là, donc tu parlais d'analyse, effectivement, mais c'est une analyse qui en plus interpelle le spectateur. Et ça, c'est une idée brillante, vraiment, pour le coup. Disons que moi, je retrouve un peu ça dans les films de genre, tu vois, comme Wes Craven qui commence La Dernière Maison sur la gauche dans Rappelez-vous que ce n'est qu'un film, etc. Mais c'était toujours un peu putassier. Le coup de génie, je trouve, c'est de faire ça de façon ultra clinique, tu vois, et de la personne qui regarde une archive froide et qui parle sans prendre parti. Enfin, dans l'écriture de la voix off et dans la personnalité qui l'habite, je trouve que vraiment... c'est assez dingue parce qu'en plus elle est collée à des films qui sont très différents à chaque fois et elle reste très monocorde, mais elle est le liant en fait, en tout cas dans la version que j'ai vue qui en unifiait plusieurs, elle est un liant incroyable du coup qui te tient aussi tout le long et qui donne une cohérence à des choses qui sont très disparates parce que ça part dans tous les sens. Ou des fois même carrément invisible, ou même des fois carrément invisible. Ouais. Après le premier passage des documents interdits, on avait, il y a eu du courrier, il y a eu des appels, il y a eu du buzz, il y a eu tout un feedback, et des gens qui racontaient des choses. Tout le monde, par exemple, était persuadé de ne pas avoir vu le début du film.
Génial. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas de générique en tête. Et Génial. il y avait des gens qui racontaient, alors de temps en temps, il y avait un peu des mélanges des films. Moi, on m'a interpellé sur des films que je n'ai jamais faits et qui me racontaient dans le sens des documents. Il y a eu des fins imaginaires. Je veux dire que là, en fait, c'est ça aussi qui était un peu intéressant, je trouve, un peu aussi dans l'exercice, c'est que ça ouvrait un peu à un moment donné, il y avait un petit peu une façon d'hypnose, quoi. Mais soyons clairs, les documents interdits sans la télé, ça n'aurait pas existé. Ils ont fait une petite carrière. Il y a quelques films comme dans les festivals et tout. Tant qu'ils étaient dans les festivals de court-métrage, si j'ose dire, c'était logique. Mais c'est la télé qui les a authentifiés. Absolument. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire autre chose tout en utilisant le found footage. Parce que, Bah ouais, ce serait trop bien. Ouais, ça reste. Ça reste un chemin de réalisation. Globalement, a toujours été un tout petit peu utilisé dans la même direction, mais bon, found footage, on pourrait aussi tout à fait dire on a trouvé un roman dont on ne connaît pas l'auteur. Mais dans mes grands regrets, tout à l'heure on parlait d'Arte, avant qui a été aussi une nourriture constante des documents, c'est l'invention de Morel, d'Adolfo Bioy Casares. Et ça, c'est juste génial, hein, si vous n'avez pas lu l'invention de Morel. C'est un roman qui... J'ai eu la chance de rencontrer Adolfo Bioy Casares 3 mois avant sa mort, parce qu'il était déjà très très malade. Donc ami de Borges, de Borges et tout, etc. D'accord. Et il avait écrit je ne sais pas si vous connaissez l'invention de Morel, mais il l'a écrit en 1940, avant que le disque dur existe, avant que le radar n'existe, avant que la 3D n'existe. Et ça met en scène un naufragé qui débarque sur une île, qui trouve un musée en ruine, à l'intérieur duquel il y a une machine qui périodiquement fait revivre les gens qui étaient là pendant un laps de temps. Et la personne qui assiste à ça, petit à petit, fait tout pour rentrer dans l'image, parce qu'il tombe amoureux d'une Justine qui est là, et que comme lui, il est seul comme une pierre sur l'île, il veut re-rentrer dans l'image. Voilà. Et avec les moyens numériques, je crois d'ailleurs que une des premières choses des documents interdits vient de tout petit à l'ORTF. J'avais vu une adaptation, pas très bonne hélas, de l'invention de Morel qui avait été tournée en Bretagne, donc ça le faisait vraiment qu'à demi, quoi, pour pas dire à peine. Mais la simple idée de ces gens qui viennent et qui reviennent sans arrêt, c'était absolument... Et toute ma vie, j'ai voulu adapter l'invention de Morel. Arte a été beaucoup trop lent, Pierre Chevalier beaucoup trop lent, et le temps d'acheter, le temps qui se décide pour qu'on achète les droits, les Allemands les avaient raflés, et ils avaient tout raflé. Ils avaient raflé les droits télé, les droits images, les droits de ballet, les droits théâtre, tout. Et ils en ont rien fait? Non, j'ai jamais rien vu. J'ai jamais rien vu. Et l'invention de Morel, c'est vraiment une... Et Casares me disait qu'il... Là, ça coupe. Encore une fois, hein, il connaissait ni le disque dur, ni le laser, rien. Enfin, il écrit ça en 40 en Argentine, quoi. Donc, je sais pas, il a été visité, j'imagine. Est-ce que tu as une autre inspiration qui te vient comme ça dans les documents ou vraiment tu n'avais jamais vu de faux docu du coup j'étais en train de repenser, je voyais quelqu'un dans le chat qui parlait des livres un peu mystères de Pierre Bellemare et tout de l'époque. Ah oui, non, pas Bellemare, mais l'autre qui était le Matin des magiciens. Oui, ça, Jacques Bergier. Sérieusement frappé l'esprit. Bon, Dune, où à l'époque, avant j'avais lu tout ce qu'avait fait ce brave auteur. Oui, j'avais vu. Bon, Lovecraft, j'ai jamais été un grand fan pour le bonhomme lui-même, je pense. Ouais. Mais oui, non mais puis j'avais lu aussi du très mauvais ouvrages de SF. Mais ça, c'était juste un peu pour l'imaginaire. Il y en a un qui m'a amené un peu là-dedans, alors qu'il n'est pas du tout, mais juste peut-être dans l'humeur. C'est Paul Auster, où il a toujours comme ça des histoires. Comme il dit, les formes de
plutôt assez intéressant. C'est toujours des histoires de quelqu'un qui, le jour de son mariage, va avec sa femme et perd son alliance. 25 ans, 30 ans plus tard, il va se rebaigner au même endroit, il la retrouve dans le sable. Bon, quand on y pense, c'est juste un truc absolument improbable, quoi. C'est ces petits glissements du réel comme ça que je trouve extraordinaires et très, très, très intéressant. Il y a aussi où là aussi, de temps en temps, on cohabite un peu avec tant la vie et la mort sont sur le même poids, quoi. Le même plateau, pardon. Eh ben, écoute, je repensais un peu au reste de ta filmographie. J'avais vu aussi que tu avais fait l'épisode pilote de Engrenage, c'est ça, de la série, Oui. Donc, qui est devenue une Oui. des séries les préférées un peu. C'est toi qui as fait le Alors pilote d'Engrenage. Là, ça va là, on rentre dans la partie qui va me faire mal. Ah merde. Engrenage, donc effectivement, j'ai fait le pilote, c'est moi qui ai fait le casting, celui que vous voyez encore aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait. Sérieux? À part Fitoussi, qui était à l'époque Patrick Mill qui tenait son rôle. Et au moment de reprendre la série, Patrick Mill n'était pas tellement... était parti sur un petit long métrage qui s'appelait, je crois, à l'époque. Et c'est comme ça qu'il est sorti. La musique aussi, parce qu'à l'époque, moi, j'avais été très inspiré par la musique de Cliff Martinez sur Solaris. Et donc, on s'était un peu inspiré de ces cloches-là et tout, etc. Et puis, pendant les 2-3 premières les ralentis sur l'observation des personnages, les regards qu'il y a pendant les interrogatoires et tout, etc. C'est ça que j'avais posé. Bon. Ce qui était dans ce que ils ont écrit une autre série à partir du et les choses se sont faites sans bras pour des raisons qui sont toujours restées extrêmement et qui font que je suis pas en odeur de. Enfin, je sais pas. Je veux dire que bon, enfin, Engrenage, c'est vraiment une longue histoire. Vous connaissez la série The Shield? Ouais. Vous avez vu The Shield? Bon, vous vous souvenez, c'est le truc un peu viriloïde là quand même, Ouais. un peu, avec les deux flics dans Los Angeles qui sont dans la bagnole avec les 357 qui mettent le mec, tu vas parler où je te fume. Enfin, c'était pas un truc. Et moi, j'hérite d'un scénario pilote à l'époque qui se passe encore beaucoup dans le milieu d'avocats, de tout, où c'est un milieu extrêmement formaliste, on se donne du mon cher ami, mon cher collègue, et tout, etc. Et quand De La Patelière me dit, moi je veux The Shield, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que j'ai jamais vu un avocat sortir un 357 et le mettre sur la tête d'un autre en lui disant, tu vas parler où je te fume. Et donc, j'essaye de m'arranger de toutes ces données radicalement contradictoires, totalement contradictoires, avec le fait qu'il est bien. On part sur l'idée qu'on fait un pilote, que ce pilote ne sera même peut-être pas diffusé, dans la mesure où, à ce moment-là, Canal ne sait pas où ils vont. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, et où ils n'ont pas vraiment beaucoup d'expérience là-dessus. Moi, à l'époque, je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Je sors de la pub. Donc à chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle production, on a un mood board, on a toutes les photos de ce qu'on va faire, on a jusqu'au lacet de chaussures, on montre tout. Toutes les décisions sont collégiales. On ne part pas tout seul comme ça. Il faut avoir un vrai nom pour le faire, quoi. Donc, voilà. Donc moi, je ne fais pas ça. Donc tout ce qui a été fait à ce moment-là dans le pilote était attendu, etc. Bon, voilà, écoutez, les comédiens, ça leur a fait leur carrière parce qu'ils ont fait un comédien pour 70-80 jours de tournage par an, ils sont plutôt contents, très très bien payés. Moi, j'ai jamais été rappelé sur la série Chacun sa conscience. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait j'avais trouvé les premiers décors, j'ai fait le casting, j'avais la musique, j'avais tout ça. Bon, si c'était si pourri, il fallait pas me prendre dans ce cas-là. Putain, mais c'est ouf, quoi. Voilà. Ça fait trop mal d'entendre ça. J'en saurais pas plus. Voilà. Ouais, c'est dommage, mais en tout cas, déjà, tu es à l'origine des comédiens, enfin d'une partie du casting et tout, donc. Mais d'ailleurs, à l'époque, l'idée, c'était aussi que ce soit un peu pompé,
qui, Sur quoi elle, était une série extrêmement réaliste à l'époque. Aujourd'hui, Police District, c'est intournable. Avec Marshall, avec des mots d'oiseaux à tous les 3 plans, impossible. Caméra réaliste, un peu shaky, à épaule et tout, etc. J'ai fait un petit montage après sur mon site, des bandes démos de Police District, des choses comme ça. Quoi. Quand je vois ce qu'on tournait à l'époque, c'était dément. Quoi. Donc Police District, c'est 2001, 2002, 2003. 2001, 2002. Déjà 20 ans. Est-ce que, Act, avant de conclure, tu as des questions encore sur les documents qui te trottent en tête? Bah non, moi non, mais parce qu'on pourrait en parler des heures et malheureusement je vais devoir aussi filer, mais j'espère vraiment que tu vas pouvoir produire des choses que tu as en tête et si jamais on peut partager sur nos réseaux dès que tu as des choses ou et puis même il faudrait qu'on reparle ensemble parce que franchement c'est vraiment moi j'étais très ému de te rencontrer, d'entendre tout ce que tu avais à dire de passionnant et c'est un grand honneur et vraiment voilà, je fais partie des gens. Et puis tu sais, moi aujourd'hui je fais des vidéos YouTube avec de la voix off, avec un peu de c'est très différent, c'est un peu de la vulgarisation artistique, mais pas de la vulgarisation, mais de la passion artistique autour de thèmes un peu étranges. Et c'est assez éloigné, mais clairement il y a une petite paternité des documents interdits avec cette voix. Tu iras voir une vidéo à l'occasion, mais peut-être que tu verras un petit amour en fantôme. Bon, très volontiers. Moi, vraiment, envoyez-moi des liens. Écoutez, si tu veux faire une collab sur ma chaîne, c'est ça le truc. Voilà. Non, mais en vrai, je rêverais, là je le dis ici parce qu'il n'y a pas trop de monde, mais j'ai la chance aujourd'hui d'avoir quand même une petite audience sur YouTube, tu vois, de gens. Et si un jour, avec quelque chose qui exigerait pas forcément beaucoup de moyens, tu veux tromper le monde avec un projet un peu mystique, dans le cadre d'une vidéo YouTube, il y aurait des choses passionnantes à faire, sachant que je suis pas en mode, c'est assez mystique, je monte pas ma tête, c'est plus du documentaire, donc ça pourrait très bien aller avec, c'est pas tellement du vlog, tu vois. Oui. Mais en vrai, moi, ce serait un rêve d'enfant. Si jamais un jour on peut faire quelque chose ensemble, même un petit truc, et jouer avec justement sur YouTube cette fois-ci, jouer avec quelque chose qui n'est pas dit comme étant faux, mais qui joue avec ça, ce serait absolument magique. Bref, en tout cas, c'est un rêve, je le lance comme ça puisqu'on est là. Voilà. D'accord, non, tout à fait. D'ailleurs, je crois que tu évoques les documents interdits dans la fondation SCP, c'est ça parce que du coup, Alt fait des très longues vidéos, des fois sur des sujets, donc des vidéos très détaillées et très intéressantes. Et notamment, il en a fait son avant-dernière très grosse vidéo, était sur quelque chose qui s'appelle la fondation SCP. Et c'est vrai que en regardant la vidéo de Alt, je ne connaissais pas du tout, c'est vrai qu'on pense aux documents interdits. Mais ça a été, je pense, une des inspirations. Je ne sais pas si tu connais ce truc, c'est la plus grande fiction en ligne qui existe. En gros, tu as entendu parler des creepypasta? Tu vois le concept, c'est des histoires. Ouais, ça me sonne une cloche, mais il faudrait en 2 mots, le creepypasta, c'est un peu les documents interdits, mais appliqué à un message de forum. C'est quelqu'un qui se pointe dans un forum et qui dit « il m'est arrivé ça ». Et en fait, on utilise complètement la forme de la confession internétique, tu vois, de quelqu'un qui a un nom John 423, qui dit « hier soir, j'ai fait ça », etc. Et du coup, en fait, les creepypastas, c'est né là-dessus, sur un forum, tu vois, un peu obscur, de gens qui s'amusaient à raconter un peu des légendes urbaines de l'enfance, et puis d'autres se sont mis à en créer certaines, tu vois, en jouant sur cette carte. Et en fait, c'est devenu un genre, la creepypasta, qui est vraiment sur les forums, qui a même été transformé en film parfois. Enfin, tu vois, c'est devenu une espèce de sous-culture. Et un jour, il y a une creepypasta qui fait beaucoup penser à celle de l'enfant, tu sais, qu'on filme, dans le sens où c'est ces dispositifs d'une fondation qui serait un peu secrète et qui, de par le monde, chercherait toutes les anomalies et qui chercherait à les confiner et à les étudier. Mais du coup, et c'est une esthétique ultra froide, ultra. Et à la limite, c'est bizarre à dire, mais je t'invite à aller voir ma vidéo si un jour tu as 1h40 à tuer. Mais je pense que tu auras un sacré vertige de voir. Ça a été des trucs qui ont été faits en net par des gens qui se sont mis ensemble à respecter certains principes pour créer une fiction. C'est assez incommensurable d'imaginer la somme de ce qui a été fourni dans cet univers, ce qui a été produit par des milliers de personnes qui ne se connaissent pas et qui se retrouvent autour d'une mythologie narrative qui est mise en ligne avec à chaque fois l'apparence toutes leurs nouvelles prennent la forme de rapports scientifiques en fait, tu vois. Et sauf qu'ils mettent dedans, tu vas retrouver toute ta grammaire en fait. Donc je t'enverrai, on va t'envoyer ça si tu peux lui envoyer, Nico. Ah oui. Grave. Ah oui, je suis vraiment preneur. Bon, bah, trop.
En tout cas, merci messieurs, Nico d'avoir permis cette rencontre et de m'avoir appelé. Je suis vraiment très touché et merci, Jean Teddy. Moi, je Merci à croise vous, les c'est doigts un pour que tu puisses faire plus de plaisir, choses. vraiment. bah, Vraiment. et d'ailleurs, dimanche, mon prochain invité est lié, encore une fois, mais c'est vraiment pas fait exprès, hein, c'est hasard du calendrier, au faux documentaire et au fan footage, puisque je recevrai du coup le réalisateur japonais Koji Shireshi, qui est réalisateur, alors entre autres, mais moi c'est celui qui m'avait le plus marqué, de Noroi The Curse. Je crois que tu as vu ça, Alt, tu connais? J'ai vu il y a longtemps, c'est Noroi, c'est ça, ou un truc comme ça? Ouais, ouais, c'est ça. Je l'ai vu dans ma période J-Horror et ça m'avait marqué comme quelque chose de bien malsain, mais je l'ai plus trop en tête. Enfin, de très intéressant. Donc Mais c'est des fun footage. Alors il n'a pas fait que des fun footage, hein, mais des films d'horreur, dont pas mal de fun footage japonais, donc autour de l'horreur, etc. Donc il y a sur des esprits, il y a le délire avec, il y a beaucoup avec les esprits d'ailleurs, avec les univers parallèles aussi. Il y a pas mal de choses un peu différentes. Il explore dans ses films. Donc Koji Shireshi, donc qui sera là avec une traductrice. Et puis c'est donc, génial. ça sera dimanche. Ouais, Ça sera sympa. dimanche 14h. Donc c'est bientôt. Trop Eh bien. ben messieurs, c'était ultra intéressant Sympa. de vous écouter. Mais moi aussi, en y repensant, j'aurais plein de Ok. petits détails presque à demander. Vous Mais êtes un peu vous en avez déjà figé dit là, beaucoup. mais Ah mince. Vous en avez dit beaucoup. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses sur ça et ça fait très plaisir. Et ben, grand hâte de voir la suite de vos aventures à vous deux. Et puis merci beaucoup, messieurs. Et merci à Julien de Ouais, pour la streamer technique. derrière. Tout à fait. d'accord. Ok. Bah, merci beaucoup. Hein, et puis, merci d'avoir été là aussi dans le chat et pour vos réactions et tout. C'est vraiment très cool. Merci à tout le monde dans le chat. Merci. Et puis je vous laisse couper. Yes. Bonne soirée. Ok, allez, merci. Au revoir. Ciao. Et envoyez-moi les liens. Hein. Ouais, on va Promis, t'envoyer tout ce qu'il faut. promis. Je fais une conversation groupée. Trop bien. Eh ben, merci à